Cascodeur Podcast, épisode 335. 200 terminaux en prod vendredi. Bonjour et bienvenue au Cascodeur. Nous sommes le Bonne année. 9 janvier. Bonne année à tous. Bonne galette. Et là, vous avez remarqué, on est plein. Katia, Et ouais. Emmanuel, Antonio, Arnaud et Laforge. T'es le seul à avoir mis ton nom de famille sur le... Ah, ouais, ça peut se changer, je Katia, pense. comment on dit bonne année en basque déjà? Urteberrión. Urteberrión, voilà. Ouais, Oula. c'est pareil que Urteberrión. l'espagnol, t'as vu? Hein. Non, j'ai pas vu parce que je parle pas espagnol, mais je te Oui, fais parce que toi, confiance. t'étais bon élève et tu faisais allemand. On sait, deuxième langue Jawohl. allemand. Ouais, alors Tu je faisais saurais pas dire allemand bonne et année en latin. allemand en fait non plus. Alles Gute je sais plus. Alles Gutes für Neujahr. Bah, Ja. toi aussi, t'as fait allemand deuxième langue. Allemand, idiome, jawohl. hein. J'ai même fait Ouais. latin, tu vois, mais pareil, je saurais pas te dire. Moi aussi, je fais le latin. Bueno anne, annos. Rosa, Bueno. Rosa, Rosam. Non, Dolé, Non, t'as pas le bon Dolor. accent, Arnaud. Bon, écoutez, on a plein de nouvelles finalement, hein. Ça s'est un peu accéléré là sur les derniers moments, donc c'est cool. Bienvenue à tous, nouveaux ou anciens. Et puis, ben, on va se lancer, hein, quoi qu'il arrive. Ah tiens, avant, je vais vous mettre dans la panade là. Bon, bah, c'est 2026. Du coup, c'est quoi vos prévisions pour 2026? Pareil qu'en 2025, mais en mieux. Ok. s'il vous plaît, oui. Je veux dire. Alors, le Groenland est envahi par l'IA. C'est ça. Attends, moi j'en avais une, faut que je me retrouve. Un agent ICE tire sur Trump. Ouais, OSS on a 117 passe à 118. 118. Ouais. Non, on va sortir, on va passer plutôt côté dev. Donc bon, bah de l'IA, il y en aura, c'est sûr. Là, on en parlera. On commence à avoir des modèles qui sont encore montés d'un cran, qui bluffent un peu plus les gens. Donc la prévision, allez, ma contre-prévision, c'est que en travail d'équipe, ça sera encore une question. Voilà. Donc le coder tout seul en vibe coder en équipe, faisable ou pas faisable. Voilà, c'est Ah, c'est pas ma mal question. ça. Ouais, Voilà. ouais. Tu sais, Parce que vibe pour coder en l'instant, équipe, c'est, tu veux dire quoi, en fait? De faire des codings en équipe? En fait, tu en fait, codes tout sur le la monde même prend un. codebase. Ah, Et puis, est-ce que le moteur, il réécrit tous les trucs et du coup, tu as des conflits partout et comme à la SVN, tu pouvais plus merger les trucs, Ah ça non, fait mais la moi je voyais pas merde. ça, Emmanuel. Vibe codé en équipe, c'est l'équipe est là, à la cool. Tu vois, assis sur une chaise, à boire un petit café. Et l'IA Ouais. elle code, et l'équipe elle est là, elle regarde, elle dit ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est tout. Rajoute un bouton ici. Fais un truc par là. Ouais. Et vous alors, des petites prévisions? CLI Forever. CLI Forever, ouais. Bah, on voit un gros retour, hein, c'est marrant. The CLI is back, le terminal is Ouais, back. c'est clair. Ouais. Après, Du moi, coup, je on pense qu'il va commence quand par même y ça, avoir hein. pas mal d'impact c'est sur les coûts, une certaine rationalisation quand même, hein, de l'IA. Bon, c'est sympa, ça fait plein de choses. Maintenant, les entreprises, déjà, faut qu'elles adoptent, ce qui est pas toujours simple. Et quand elles ont adopté, par contre, c'est le problème inverse de savoir contrôler les coûts, contrôler l'impact de la chose. Donc, je pense que ça va être un peu aussi tout ça cette année. C'est que là, c'était magique, c'était nouveau, c'était la lune de miel. Ah ouais, super, on fait plein de trucs. Mais là, 2026, Ouais. ça va être un peu ah tiens, on a des problèmes de tout, de sécu, de coûts, de machin, etc. Donc le retour de la mafia après t'avoir filé de la drogue, tu ne payes pas, tu n'as C'est plus ça. accès. C'est ça. moi là, ma prédiction, ça va être, est-ce que on va partir sur un débat de framework pour des agents dans le back-end et aussi agents monolith ou agents
Micro-agent. Microservice. Micro-argent. Micro-agent ou agent Non. monolite. Par contre, il y Pourquoi pas? aura je pense qu'il y aura un vrai débat sur c'est quoi un agent? Est-ce que c'est un fichier Markdown avec des prompts, donc un truc un peu statique, ou est-ce que c'est du code? Donc je pense il y a un peu ce débat, et il y aura ce débat. Moi, je pense que ça va être l'année des applications qui s'écrivent en utilisant l'IA comme composant majeur. Je trouve qu'on n'en a pas vu encore tant que ça et qu'il y a un gros potentiel. Donc voilà, moi je dis 2026, c'est ça. À partir de combien de if c'est de l'IA? Non, mais c'est Ça, c'est vrai un débat aussi. je sais pas si j'ai fait toute cette carrière et toutes ces années d'études pour passer ma vie devant du Markdown et à débugger du Markdown et à écrire du Markdown. Et il va demander à des IA d'écrire du Markdown et de me dire les 400 pages de Markdown ne sont pas bonnes et où est-ce que le Markdown fonctionne pas, le bug il vient de quelle ligne du Markdown, enfin bon, ça commence à être un peu pénible. Non, mais comme si on lisait tes livres, Antonio, par exemple. C'est pareil. D'un autre côté, entre le Markdown et le YAML, je t'avoue que j'hésite, hein. J'hésite un peu quand même, au moins 5 minutes, hein. Allez, on va faire du TOML alors. Oui, Tiens, c'est juste, ça. il y a Bruce qui dit l'arrivée en force des modèles chinois qui proposent. Et puis la Ouais. pénurie de RAM qui pousse vers des modèles plus frugaux, plus petits et spécialisés. Oui, parce que la RAM, elle a fait x2 ou un truc comme ça, là. Ouais. Non, non, Brice, c'est une Bruce. là, Bruce. Bruce, on est en train de voir l'avenir 2026. Donc c'est Bruce de l'arrivée Bruce. des modèles en masse européens. Ouf. Tu vois, l'Europe en 2026, elle va Alors, créer la des RAM tas de modèles de européenne. ouf. Et de la RAM européenne, on aura de la La RAM RAM européenne en 2026, allez, alors Et ça des c'est GPU du... La RAM européennes. Mais oui, la RAM souveraine, les modèles La RAM souverains. souveraine. C'était quoi? C'était Mandrake. Mandrake is back. Ah, Mandrake, ouais. Je me rappelle. Je l'avais essayé de l'installer, celle-là. J'ai une dernière affaire. Vas-y. Moi, je prévois décembre 2026, Infinispan 2000 étoiles en GitHub. Mais toi, là. Voilà. Je J'y vais pouvoir crois. s'acheter Moi, ça. j'y Ça crois. combien, là? Tous les utilisateurs de Keycloak vont aussi être généreux avec Infinispan. Voilà. Je vais tout de Enfin. suite mettre Et une d'autres gens étoile. aussi. Je vais tout de suite Allez, mettre on se lance dans le cœur de l'épisode. On va démarrer par les langages. Et justement, quelqu'un qui dit, enfin d'ailleurs Max qui dit, 2026 sera-t-elle l'année de Java dans le terminal? Alors, qui nous a mis ça? C'est moi qui ai mis ça. Donc, Max Andersen, qui travaille sur Quarkus, etc. Et également Jbang. sur Jbang. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien faire des choses en ligne de commande, hein. Qui a écrit un article en essayant de pousser cette idée que on a tout ce qu'il faut, en fait, pour faire des TUI, Terminal User Interface, de faire des applications en terminal, en Java également. Donc que ce soit pour le démarrage rapide, on peut faire du GraalVM, on a des choses comme Picocli pour parser des arguments en ligne de commande, on a Jbang pour lancer facilement des scripts même avec des dépendances, etc. On peut aussi automatiser des releases super facilement avec des projets comme JReleaser. Etc. Et ce qui manque un petit peu aujourd'hui, et ce pourquoi les gens vont peut-être plus vers du Python, même du Rust et Node et autres pour faire des applis en ligne de commande, c'est aussi les frameworks de type TUI, Terminal User Interface. Alors il y en avait quand même quelques-unes où il y a du Gline, Jancy, etc., Lanterna, il y avait des choses qui existaient, mais qui n'étaient pas aussi poussées, ou en tout cas qui n'avaient pas évolué comme ont évolué les nouveaux projets comme Ratatouille pour Rust, comme j'ai oublié les autres noms. Ça rend moins bien en français quand même, Ratatouille. Ouais. Et donc là, il y a des choses qui se trament un petit peu, qui devraient être annoncées bientôt, avec des nouvelles choses, un nouveau framework TUI pour Java qui devrait bientôt sortir. Mais chut, je ne vous ai rien dit, c'est pas comme si on avait C'est des simple, c'est auditeurs qui nous écoutaient. le JSF backend en Ouais, TUI qui non. va sortir. C'est Du possible, tout. hein. C'était Ah plugable, ouais, vous vous ouais. rappelez, on pouvait faire pas Ouais. que du web. Mais en tout cas, c'est là où aussi ce qui est intéressant, enfin dans l'initiative qui va bientôt sortir, dont
dont je tairai le nom ou quoi que ce soit, mais on voit aussi que les outils de code, comme Claude Code, Gemini Cli et j'en passe, Antigravity, permettent aussi rapidement, éventuellement, de porter des librairies existantes dans d'autres langages et de les transférer dans son langage de prédilection. Et là, le projet qui devrait Ouais. sortir bientôt, en fait, a démarré comme ça. On a un port automatisé d'un TUI, d'un autre framework, d'une autre plateforme avec un autre langage de programmation. Après, il y a pas mal de boulot, hein, mais pour faire que ce soit bien et tout. Mais voilà. Donc, effectivement, peut-être que 2026. Et je sais que Max a aussi pas mal d'idées en plus de ça. Il n'y a pas que lui qui est impliqué là-dedans. Mais il y aura peut-être des choses intéressantes à voir venir. Voilà. En combinant tout ça. Tiens, j'ai Dans le un. CLI, je sais qu'on en avait déjà un peu parlé, mais j'utilise Warp, moi, comme terminal. Et de plus en plus, je suis en mode IA aussi, donc c'est rigolo parce que c'est vrai qu'avant, le terminal, il fallait connaître des tas de commandes. Et maintenant, on est sur un terminal et on parle en français, on parle en anglais, et on propose des commandes bash et tout. Et je pense que je suis de moins en moins bash fluente et de plus en plus English fluente. Alors, Ouais. Non, moi je voulais dire juste sur ce sujet-là, j'en ai fait pas mal de la CLI Java, c'était du Quarkus à l'époque. Pour moi, le plus gros limitateur, la plus grosse limitation, on va dire, ça reste le fait qu'on n'ait pas de cross-compilation avec GraalVM. C'est très très lent de compiler du GraalVM, c'est très très lent et c'est très chiant, donc il faut en plus avoir une cible Linux, Mac, Windows si vous voulez faire votre cross-platform. C'est là où effectivement Go reste des millénaires en avance parce qu'effectivement c'est rapide, ça permet d'avoir du cross-platform en rien de temps. Et ça, pour moi, ça reste quand même la grosse partie, c'est que faire du GraalVM, oui, ça marche, il n'y a pas de souci, même si des fois c'est un petit peu casse-pied, mais c'est de mieux en mieux. Et oui, techniquement, on a tout ce qu'il faut, hein, et des trucs dans le terminal, on en a fait des tonnes, hein. Moi, je me rappelle avec Julien Viette, quand on codait sur Crash, Ah oui, c'est vrai. la petite TUI pour la JVM, etc. Et donc moi, après, j'en avais fait dans d'autres boîtes. Techniquement, on peut, mais ça reste cette partie shipping. Comment est-ce qu'on le ship de manière efficace? Et tu citais effectivement le Python, le Node, le Boon, là, puisque tout le monde se met à faire du Boon ou du Bun, je sais pas comment on le dit. Bun. Mais le problème, c'est ça, c'est de fournir quelque chose qui finalement soit facilement distribuable et qui n'ait pas besoin d'un runtime Node, d'un runtime Java, d'un runtime bidule. Voilà. Donc, c'est un peu là le challenge, je pense qu'il est sur ces outils-là, c'est de trouver une distribution simple. Mais tiens, justement, je veux j'ai. dire, avec Jirileaser, c'est ta CI qui va builder les trucs. Toi, tu développes en local, ça démarre assez rapidement quand même. Et après, une fois que tu releases avec Jirileaser, il te fait les builds avec Native Image, etc. Et après, les gens, ils ont plus que le binaire à installer, quoi. Et vas-y, Manu. Ouais, Ah, toi, d'accord. j'ai deux gueulantes. Non, j'ai deux fois une gueulante. La Ah. première, c'est la première fois qu'on a, vu qu'on est cinq et que ça faisait longtemps, c'est la première fois qu'on a la main levée qui a été utilisée comme outil pour pas se marcher les uns sur les autres. Donc ça calme, ça y est, on est Enterprise, ça y est, c'est foutu. On est Enterprise. Non, et Et l'autre la deuxième? gueulante que j'ai découvert ce matin, c'est que ces enfants d'Anthropic, en fait, Claude, en fait, moi j'ai une souscription Claude que j'utilise pour la U et j'utilisais pour Claude Code et puis j'ai découvert un truc qui s'appelle Open Code qui est vraiment bien, où on peut utiliser plusieurs modèles différents qui ressemblent vraiment à Claude Code. Et en fait, ma souscription, elle ne peut pas être utilisée dans ce cadre-là. Donc j'ai été bloqué ce matin, je pouvais plus coder. On pouvait avant, et puis là maintenant on peut plus. Et en cherchant, j'ai vu que des gens s'étaient fait bannir et rembourser leur compte et virer de la plateforme. Enfin bref, pas. Bah, passe à Gemini, alors il y a des quotas gratuits plus larges. Eh ben écoute, je vais peut-être faire ça. Écoute, why not? Je vais peut-être faire ça parce que sinon, de toute façon, je vais passer par OpenRouter et payer au dollar, tu vois. Ah oui. Donc ok, ouais, j'essaierai ça. Ok, bon, ça c'était mon ralage de l'année, le premier. Allez, puis on passe à Ruby Ah, 4, qui n'est pas alors, comme Python 3. alors là, moi, c'est mon ralage de l'année. On fait encore des news sur Ruby, sur les casquettes. Non, mais vraiment.
Alors, profitez, c'est certainement la dernière. Je viens de quitter Doctolib, donc obligatoirement, c'était quand même un petit sentiment de se dire, ah tiens, il y a encore des choses qui se passent côté Ruby. Bon, je sais pas ce que sera la suite pour l'instant, mais voilà, je voulais en parler 2 minutes. Donc oui, Ruby 4 est sorti. Quelques nouveautés, ils ont changé. Bon, alors comme d'habitude, hein, c'est les mêmes cycles que la JVM, mais donc pas mal de choses côté cœur, côté API. Il y a pas mal de librairies qui ont été bumpées avec pas mal de petites améliorations, que ce soit sur la syntaxe, sur notamment les et, les ou, etc., qui pouvaient pas être mis en début de ligne, il fallait mettre en fin de ligne. Bon, voilà, plein de petites choses comme ça qui ont été rajoutées. Ils ont un nouveau système qui s'appelle Rubybox. En gros, dans Ruby, ils aiment beaucoup, la communauté Ruby, c'est shadower un peu les méthodes, faire, comment on appelle ça, du monkey patching. Donc en fait, ils vont, en gros, pour faire des patchs, pour faire du mocking, ils vont réécrire une partie d'une API ou quelque chose pour faire des tests. Le problème, c'est que ces choses-là, aujourd'hui, c'était très, enfin, ça se dispersait partout. Donc, tu écrivais un petit bout de monkey patching dans un bout de code, et puis tout à coup, toute ton appli se mettait à l'utiliser. C'était très compliqué. Donc là, ils ont un nouveau système qu'ils ont mis en place de boxing pour, donc un peu comme les modules, un peu comme chez nous, comme dans la JVM, pour pouvoir limiter C'est pas l'impact. illégal, ça, le monkey boxing. C'est Donc, piloter monkey l'animal, patching. C'est ça. Ils ont aussi un nouveau compilateur, donc ils avaient le YJIT qu'ils avaient sorti il y a quelques années, enfin la version 3 de Ruby, je crois, ou même 2, je sais plus. Et donc là, ils sont en train d'en développer un nouveau, qui est donc après le YJIT, c'est le ZJIT. Il y a un moment, il va falloir repartir à AJIT, mais bon. Et donc là, alpha, ils feront le alpha. Il recommence. Et lui, ils l'ont codé en Rust. Comme tout le monde, pour se dire tiens, on va faire du Rust pour optimiser le JIT. Voilà. Donc c'est en version très. Ils ont aussi Ractor. Ractor, c'est un système, c'est l'équivalent des Virtual Threads sur la JVM. En gros, je vais simplifier ça comme ça, mais ouais. Et donc pareil, ils ont un système pour pouvoir gérer l'optimisation des structures concurrentes, enfin de l'exécution des structures concurrentes, etc. Et donc ils ont amélioré un petit peu ce truc-là. Voilà. Donc voilà, un petit peu. Et puis après du classique, des performances, du GC, etc. Voilà, donc une grosse release qui va sortir. Chers auditeurs, chères auditrices, c'était la dernière news 2026 sur Ruby. Merci Arnaud. Allez, on va passer aux librairies. Si je trouve le petit, j'ai oublié de mettre le petit truc pour les langages, mais on le met pour les librairies avec une introduction en fait pour écrire des applications multitenantes avec Quarkus. Donc pour construire une API REST qui est multitenant, donc qui a potentiellement plusieurs domaines différents et qui est capable en fonction du sous-domaine. Oui, donc vous avez des sous-domaines qui peuvent être par exemple spécifiques à un client versus un autre, et du coup comment votre API va réagir dessus. Donc ça explique dans le code comment faire ça, mais ça explique aussi, ça remet en surface un petit outil qui est sympa qui s'appelle nip.io, qui en gros fait de la résolution automatique sans configuration locale. Donc quel que soit le domaine, ça va faire une résolution 127.0.0.1 et donc arriver chez vous. Voilà, donc après il montre le bout de code où on extrait le host HTTP dans un filtre JAX-RS pour avoir notre identifiant de tenant et puis propager ça. Donc c'est bien, ça couvre la totalité du scope, et donc c'est intéressant. Alors vous n'allez peut-être pas mettre ça en prod directement en 5 minutes, mais c'est une petite base pour explorer ce genre de choses si vous faites des SaaS ou des choses comme ça. Et puis on a Hibernate 7.2 qui est sorti avec un certain nombre d'améliorations. Il est sorti d'hibernation ? Il est sorti d'hibernation, ouais. Dont le vieux film Hibernatus, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Bah d'ailleurs, il va repasser dans mon cinéma de quartier dans quelques jours, ou à la fin du mois. Parce qu'en fait, il faut le savoir, Louis de Funès a été à l'école dans la ville où j'habite. Et voilà. Et ma fille était dans cette école. Incroyable. Sûr, voilà pour la petite anecdote. Et oui, il faut écouter les cascodeurs pour savoir ça. Voilà. Et t'étais à cette école-là, Guillaume, ou pas? Parce que moi, non.
Ton sens de l'humour, il viendrait pas de là? Moi non, mais ma fille, qui a le même sens d'humour que le mien, y est allée, Économique. D'accord. D'accord. la pauvre. Alors, on a donc de quoi on parle? De quoi on parle? Donc Mais on Hibernate, parlait. deux trois trucs que j'ai trouvé intéressants. Déjà, il y a la notion de, vous savez, des fois vous avez des bases de données, un master et plusieurs slaves qui sont en lecture seule, et du coup, ça reste expérimental, mais il y a une fonctionnalité qui vous permet d'utiliser en fait ces réplicas pour vos requêtes qui sont en read-only. Avant, il fallait créer deux session factory différentes, etc. Maintenant, on peut le faire au sein d'une seule session factory. Donc ça rentre, ça simplifie pas mal. Après, il faut déclarer que ta session elle va être read-only ou pas. Et puis, il y a même des drivers JDBC qui sont capables en gros, de pointer vers plusieurs serveurs, dont un certain nombre read-only, et ils sont capables de rediriger intelligemment les choses. Donc, quand c'est le cas, c'est pas Postgre en l'occurrence, mais d'autres qui ont cette fonctionnalité. Donc ça marche. Il y a, pour partager le contexte transactionnel, la notion de stateless session fee. On avait déjà la notion de session fee, donc maintenant il y a la stateless session qui a été rajoutée. Et puis pour ceux qui font de l'IA ou de la géographie ou ce genre de choses, il y a Hibernate Vector, le module de stockage des types vectoriels, qui a rajouté binary, float 16 et les sparse vectors dans le support. Et puis un autre truc que j'ai trouvé sympa, c'est le schema manager, donc qui vous permet de générer le schéma de base de données. Maintenant, il y a moyen de lui demander de resynchroniser les séquences. Donc, il va regarder votre table et dire, OK, vous êtes à l'ID 8542. Il va vérifier que la séquence, elle est effectivement à cette valeur-là et va la resynchroniser. Donc, si vous faites des copies de base, par exemple, ça peut être intéressant. Voilà. Et puis, des regex dans le HQL avec des likes. Et puis en parlant de Hibernate, il y a une nouvelle version d'exploration autour de Hibernate avec Panache, Hibernate with Panache, même s'ils sont en train de se taper dessus pour savoir comment ils veulent le nommer, mais pour l'instant c'est Hibernate with Panache. Et cette extension, elle unifie Hibernate ORM et Hibernate Reactive sous Panache, donc en fait avec la même API, plutôt que des API fondamentalement différentes, on peut utiliser une approche réactive ou une approche non réactive. Et donc les entités elles fonctionnent en mode bloquant ou en mode réactif sans changer le type de base. Et puis on peut passer de l'un à l'autre en disant bah tiens maintenant je veux pas utiliser l'approche réactive. Ça supporte les stateless sessions dont j'ai parlé un petit peu avant. Ça intègre Jakarta Data, donc avec les requêtes de type safe, comme on dit en bon français. Euh, Il l'avait Qu'est-ce qu'il y déjà a? fait pour REST, ça, puisque avant il y avait une extension Quarkus REST Easy et une Ouais. extension Quarkus qui s'appelait REST Easy Reactive. Et maintenant il n'y a plus ça, ils appellent ça Quarkus REST et on peut passer de l'un à l'autre. Ouais, bah c'est une des couches qu'on avait resimplifiées parce que les gens étaient très confus sur Ouais, quand est-ce que ouais. j'utilise réactif versus pas réactif. Et donc Et là, Panache, c'est pareil parce qu'on hérite de la même classe, elle porte le même nom et le ouais. package n'est pas le même. Donc c'est vrai que c'est confusing. Voilà, donc c'est surtout, il demande vraiment du retour d'expérience. Donc si vous voulez tester, je crois que pour l'instant ça s'appelle genre panache.next ou un truc comme ça. Donc allez sur Zulip ou sur GitHub et allez explorer ça et donner du retour là-dessus. Un retour que je vois beaucoup quand même, je lisais les commentaires, c'est bon, le réactif ça sert à rien, c'est compliqué, les virtual threads arrivent, arrêtez avec ces API pourris. Ouais. Après, Et donc, ça c'est dépend quoi les qui est cas mieux? Non, d'usage. non, non, mais les gens, enfin je lisais beaucoup de commentaires sur Je ça crois sert à qu'un peu rien, ça vient qu'on a de l'eau. gens qui ont de plus en plus d'applis à faire, notamment avec les microservices et les choses comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont moins de temps de pousser le détail, sauf si c'est une appli très critique sur laquelle ils vont aller pousser de l'approche non bloquante explicitement, genre une gateway ou des choses comme ça pour monter en scalabilité très fortement. Mais je pense que les gens, faut qu'ils délivrent de la fonctionnalité et puis si ça coûte plus de CPU, c'est moins, c'est acceptable entre guillemets quoi.
En fait, tout dépend de ce que tu fais, en effet, parce que parfois, c'est pas ça le problème. Ça peut être ailleurs, les bottlenecks, et c'est pas tant l'application telle quelle. Et oui, c'est plus compliqué, en fait, à coder, et à comprendre et à suivre la logique métier. Donc, À débugger. ça, c'est indéniable. T'as une logique technique Ouais. qui est là et qui n'est pas Et forcément les la stack logique métier. trace. Hmm. Et les stack trace, bonjour. Hmm. C'est Ouais. super dur à débugger quand Et t'as des problèmes. T'as des méga stack trace et tu sais pas d'où vient le problème. oui, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus dur et oui et voilà, parfois c'est pas là le goulot d'étranglement, comme on dit, Hmm. des applis. Ils sont plutôt peut-être ailleurs Mais et avec est-ce qu'en 2026, faudrait quand même pas justement suggérer aller vers Loom, Virtual Thread, etc. Et sauf si vraiment vous avez besoin, regardez Reactive, non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, peut-être fin 2026 pour l'instant. Je sais pas, il y a certains frameworks qui sont orientés vers ça. Je Hmm. suis pas sûr que ça ait passé le cap de la prod pas d'une application, mais de assez d'applications pour qu'on se dise c'est safe de Ouais, faire tu du crois? Loom first. Mais ça va venir, hein, mais ça va Hmm. venir. Bah, c'est sûr qu'il y a eu un grand bond des améliorations avec Java 25, ouais. Bah ouais, ouais. Peut-être que c'est le véhicule pour ça. Peut-être. Mais bon, le temps que les gens Ouais, migrent à 25, de toute façon, c'est sûr que ça va prendre du temps. ouais. En attendant, on a, vous avez vu, c'est le thème du terminal. Donc on a Spring Ouais. Shell 4.0.0.0.0.ga qui est sorti. Non, je rigole, il n'y avait que 2 zéros dans la release. Donc ça s'appuie sur la dernière version de Spring Framework 7 et Spring, oui c'est ça. Ça s'intègre avec Spring Boot évidemment. Ils ont simplifié un peu comment on définit leur modèle de commande en fait pour définir les différentes commandes. Donc c'est à la Picocli. Alors après ils ont voulu créer leur propre truc plutôt que Picocli. Après du coup je sais pas la Comme popularité d'hab. de l'un versus l'autre en fait. Et bah, Picocli sont en version 4.7.7. Voilà, c'est ça. C'est mieux. Et donc c'est mieux forcément, parce que c'est plus grand. Voilà, architecture plus modulaire, pas mal de docs a été remis à jour. Alors la migration, ça casse entre la 3 et la 4, donc il y a le wiki qui vous explique comment corriger faire évoluer les choses. Voilà, donc si vous êtes utilisateur de Spring Shell ou si vous voulez créer une application avec du Spring et qui est en ligne de commande, vous pouvez aller regarder cette dernière version. On continue dans les releases. Ouais, Il y vas-y. a une petite librairie qui s'appelle Gatherer4j Ouais. qui a sorti une nouvelle version. Alors, c'est des versions 0.13. Alors, est-ce que c'est pas bien parce que c'est moins que 4 points, je sais pas quoi, je sais pas. 7.7. Mais bah, en tout ça, cas, excusez-moi, mais 0.13, ça C'est sent inférieur pas à qu'il faut très une 4. confiant. release très vite pour sortir de ce numéro, hein, quand même. Hein. Et du coup, donc c'est une librairie qui implémente différents gatherers utiles. Donc là, ils en ont rajouté des nouveaux. Donc uniquely occurring by moving running median, moving running max min, etc. Donc Ça, il y a c'est un voilà. opérateur. Non, je C'est déconne. un opérateur, ouais. C'en est un seul. Donc, on va savoir quand l'utiliser. Et voilà, donc c'est une librairie qui permet de rajouter différents gatherers et ils en rajoutent régulièrement, apparemment. Yes. Et Langchain4j avance. Yes! Version C'est qui me l'a mis 1.10. d'ailleurs. Là, Moi, c'est moi qui l'ai Arnaud. C'est mise, toi? mais bon, je pense qu'il y en a peut-être qui maîtrisent mieux que moi. Je l'utilise pas tous les jours en ce Bah, moment. Euh, c'est même moi là qui ai créé le module guardrail. et voilà. Il y a, Ah, en fait, si je dis pas de bêtises, c'est Quarkus qui avait créé l'extension oui. Langchain4j Quarkus qui avait créé les guardrails. Et Mhm. ça a été backporté sur Langchain4j natif. Ouais. Donc les guardrails, c'est un intercepteur entre le message en entrée et la réponse du modèle en retour. Voilà. Au Et, début, Oui, là, euh, c'est le. et en fait, il y a des tas de guardrails qu'on peut mettre en commun. Et effectivement, avec cette release-là, j'ai créé un nouveau module où il n'y a que les guardrails et j'avais même contribué une guardrail, mais il y en a plein d'autres. Et maintenant, j'essaie de pinguer les repos à droite à gauche pour qu'ils migrent les guardrails sur Langchain4j, mais ça n'a pas l'air de bouger. Bref.
En tout cas, pour les nouveautés, donc il y a tout un système de catalogue pour les modèles, puisque la liste des modèles commence à devenir un petit peu longue au fur et à mesure. Donc désormais, il y a un système de catalogue pour toutes les grandes marques de LLM. Il y a aussi de l'observabilité qui a été, je crois que c'est Mario qui a rajouté ça, de l'observabilité pour tout ce qui est agentique. Il y a tout ce que j'avais vu côté Anthropic, ils ont rajouté alors les sorties structurées qui n'étaient pas supportées. Les outils avancés, si vous vous souvenez, ils ont rajouté dans les tools un nouveau concept il y a quelques, je sais pas mois, où maintenant il peut y avoir un système de discovery des tools, donc pour essayer d'économiser une fois de plus du contexte et essayer d'être plus optimum. C'est une option qui, je crois, chez Claude, c'est toujours un truc qu'il faut activer à la main via une variable d'environnement, mais ça vous permet justement, au lieu d'upfront, d'envoyer toutes les informations dans le contexte de l'outil et puis de blow up votre contexte trop vite. Ils ont un système avancé maintenant pour essayer de définir quel outil, à quel moment, de faire le search et d'activer l'outil que quand c'est nécessaire. Et donc ça a été rajouté dans le support de LangChain. Pareil pour la partie analyse de PDF, ils ont rajouté ça via le système tierce, enfin l'URL d'Anthropic. Voilà, et puis pas mal de petites choses. OpenAI, c'est la transcription qui a été rajoutée. Et je dois en oublier d'autres, des choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, donc les garde-fous que Antonio a parlé. C'est quoi la recherche hybride? Alors celle-là, j'ai pas regardé, je t'avoue. Je sais pas Ça, trop je parce sais pas. que ce qui est bizarre, c'est qu'on avait quand même déjà ça avec les Attention. comment ça s'appelle, les augmentors là, où on pouvait avoir plusieurs recherches. Donc je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas regardé. D'accord. Mais parce Hybride, qu'il y avait déjà du Alors, quand je vais te on couper les doigts si tu continues à taper. quand on met Sans éviter. plusieurs retrieval augmentor, il y avait du reciprocal rank fusion pour arriver à fusionner les résultats, etc. Et ça existe depuis longtemps. Du coup, là, je sais pas exactement ce que c'est là, cette recherche hybride là. Ouais, je vois la PR, mais j'y comprends rien. Là, je suis en train de la Ok. lire, mais je vois pas. En fait, ajoute de query content parameter sur leur bedding search request. Voilà. Donc, c'est du bas niveau. En tout cas, c'est marrant parce que LangChain4j, effectivement, il y a plein de modules avec des tas de modèles partout. Mais là, moi, je vois sur Microsoft Foundry, on héberge 11 000 modèles. Donc, j'ai essayé de jouer avec différents modèles. Et franchement, j'ai pas les stats, mais j'ai l'impression que 95% des modèles, en fait, ils ont tous implémenté l'API d'OpenAI. Et lorsque vous utilisez OpenAI, bah, vous arrivez à interagir avec des milliers de modèles. Ouais. Donc, je sais pas si à terme, la liste, elle va pas se réduire et on viendra à des API un peu plus unifiées. Et après, moi j'ai une question parce qu'on n'a pas mentionné Spring AI. Après, ils font le release et tout. Qui viennent de faire un bug fixe. Ils sont en train ils vont sortir la version 2.0. Ils sont en tout cas en train de coder dans la milestone. Et oui, en fait, c'est juste un concurrent de LangChain4j. C'est vraiment Non, c'est le- entre. En fait, c'est entre LangChain4j et le Quarkus LangChain4j. En fait, ça Il y a mélange les deux l'overlap. en un seul truc. Bah, mais il n'utilise pas LangChain dedans. C'est vraiment son truc parce que j'ai dû implémenter les mêmes, c'est les mêmes trucs. Oui, en effet, dans Spring AI, il y a le fait que tu as tous les starters et toute l'intégration pour que tu puisses l'intégrer directement sur Spring Boot. Voilà. C'est ça, ouais. Mais du coup, Donc, des oui, une travaux. question que je me pose, et si c'est ça, en fait, c'est du coup, il y a quand même les utilisateurs de Spring. Aujourd'hui, ils vont faire Spring AI et le reste, c'est LangChain4j et d'autres trucs où Ouais, Alors, sachant que les gens, LangChain4j, ils font quoi en sur Java? LangChain4j, tu as quand même Il y a un Spring Boot, hein, il y a un Spring Boot ouais, ouais, Starter. il y a un Spring Boot Moi, c'est ce que Starter, j'utilise. hein. Hmm. Il y a un Mais Spring Boot Starter. ouais, Après, moi, mes clients qui sont sur Spring, ils se posent pas de questions, effectivement. Ils prennent Spring AI et t'as beau leur dire, il y a LangChain4j avec une communauté plus grande, implémente plus de modèles et tout. Moi, mes clients, ils font du Spring AI. ça peut être un peu un choix par défaut, même si en vrai l'intégration Spring est excellente dans le Chain4j quoi. Ouais. Ok. Et puis, bah, ça nous fait Mokito. toujours mal. Ouais, ça nous fait toujours mal quand voit des contributeurs open source qui arrivent à ces Ouais. points-là. Mais donc le lead de Mokito qui arrête.
C'est ça, il arrête au mois de mars, il l'a annoncé je sais plus, il y a quelques semaines sur le forum, enfin l'issue tracker de Mockito. Bon, il y a quelques autres contributeurs, mais il cherche effectivement à ce que le lead soit repris par d'autres, puisque lui il l'a géré pendant une dizaine d'années, je crois, oui c'était ça, une dizaine d'années. Les raisons sont enfin relativement classiques hein, pour un contributeur open source. Une fois de plus, c'est un contributeur indépendant. Enfin voilà, c'est pas son job, c'est pas tout ça. Donc bah il y a la fatigue, hein, bien sûr, personnelle, d'être toujours sur le même sujet. Ça prend beaucoup de temps, ça épuise. Il y a quand même toute la partie changement sur les agents de la JVM. J'avais pas réalisé ça, mais c'est vrai que Ah si si, vous vous c'est la souvenez, merde, ça. Ouais. oui voilà, bon, oui. Enfin, si j'avais compris que c'était la même, mais j'avais pas réalisé l'impact sur un Mockito, etc. Parce qu'effectivement, c'est super pénible quand on fait des tests pour pouvoir justement avoir un agent et pour pouvoir faire du mock, vu que maintenant on peut plus les charger dynamiquement et qu'il faut donc passer, enfin les expliciter, lesquels on veut, machin, enfin c'est le fourbi. Sur la ligne de commande, ouais. La ligne de commande, donc c'est super galère, mais je sais plus où ça en est, mais là-dessus il y avait des trucs, je sais qu'il y a des discussions aussi. Et puis donc oui, et puis surtout bah ouais, donc la fatigue sur tout l'écosystème open source, sur la partie Kotlin, de plus en plus de complexité à supporter et les spécificités Kotlin et les spécificités Java classique. Donc ça rend la code base de plus en plus compliquée parce que alors si Kotlin tu fais ça, si c'est machin, donc un peu ras-le-bol. Voilà, donc il essaye de passer la main. Mais en tout cas, bah, c'est à suivre, à faire attention si vous utilisez Mockito. Enfin, je pense que beaucoup de gens utilisent Mockito. Hein, c'est quand même un framework majeur. Mais une fois de plus, là, le fameux petit dessin où il y a le toute petite brique de l'open source et il y a une personne qui la maintient en bas. Bah voilà, on est encore sur ce cas-là chez Mockito et Tim. Ah, Bah, en c'est tout pas cas, grave, merci c'est pour les beaucoup à tests, Tim. on s'en fout. C'est pas grave, c'est les tests. Mais en tout cas, merci à Tim pour ces 10 années de maintenance et de lead sur le projet. Mais voilà, il faut trouver d'autres contributeurs actifs. Et j'en Et c'est discute vrai avec qu'avant, d'autres. Et il il y y a avait. aussi une fatigue avec l'IA hein, qui fatigue aussi beaucoup les communautés open source parce que l'IA Slurp, avec des tonnes de contributions qui font plus de bruit qu'autre chose. Enfin là, en ce moment, les communautés open source, je discute avec les équipes Spring par exemple, mais ça devient très très compliqué aussi parce que voilà, enfin il y a énormément de bruit. Tout le monde se met à faire des micro PR qui sont pas valuables, qui sont pas utiles. Et ça, pareil, ça fatigue beaucoup les communautés open source, les pures communautés open source et même celles qui sont professionnelles. Donc bon, voilà. Peut-être sur Quarkus, ils ont mis un truc du genre, on peut utiliser l'IA, mais faut pas que ça soit 100% généré par l'IA. Il faut avoir compris le code qui est généré. Ouais. Et du coup, ils se permettent d'aller fermer beaucoup plus brutalement des trucs où ça pue, quoi. Ça Voilà. pue. Parce que sinon, Et ouais, effectivement, tu brûles les gens. tu brûles tout le monde. Et je sais que côté Fondation Apache, il y a eu des grosses discussions. Je sais plus où ça en est. J'ai pas suivi ces dernières semaines, mais justement pareil sur comment traiter enfin, les contributions de l'IA. Déjà pour les équipes qui font de l'open source eux-mêmes. Donc nous, les équipes Apache, est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'IA? Comment, quel garde-fou, etc., etc. Donc il y a pas mal de discussions sur cette partie-là au sein de la Fondation, et encore plus aussi bien sûr sur les contributions qui viennent de l'extérieur à ce niveau-là. Donc ça reste un sujet. Enfin, on parlait des prédictions 2026. Je pense que ça reste un sujet qui va effectivement changer beaucoup de choses et qui va avoir beaucoup d'impact de comment gérer cette volumétrie de code que maintenant les IA peuvent envoyer et qui seront d'une qualité qui peuvent largement varier d'une Ouais. personne à une Et autre. pour revenir à Mockito, souvenez-vous, avant il y avait EasyMock et Gmokit. Ouais. Mais c'est vrai que Mockito a carrément pris le lead, donc c'est un peu. Ça peut être une bad news. Ouais. Ouais. Allez, on passe à l'infrastructure avec un petit article qui explique en fait, attention, Kubernetes le prenez pas pour, enfin, c'est pas le prenez pas pour ce que c'est pas, mais des fois on a tendance à certaines boîtes qui disent, moi je suis pas un problème de scalabilité de Google, donc je vais pas utiliser Kubernetes. Et en fait, donc cette personne qui est un peu plus dans le côté SRE et Ops explique, ben non, mais Kubernetes. C'est simple, vous allez dire, je prends pas Kubernetes, je démarre simplement. Bon, je vais juste faire un petit script Ansible pour déployer ceci. Puis comme je vais dans telle infrastructure ou telle infrastructure, en fait, j'ai un script avec des ifs et comme disait Katia, il y a combien de ifs avant que ça plante. Ensuite, oui, il faut quand même un load balancing entre les différentes instances, donc on rajoute un HA proxy. Ensuite, il faut un service discovery, le rollout. Il y a chaque stack Java qui démarre comme ceci, Ruby qui démarre comme cela. Et je continue là-dessus. Et du coup,
ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la grosse valeur de Kubernetes, c'est que ça a standardisé ça avec, alors certes, c'est du YAML, mais au moins, il y en a un avec un format qui est pas non plus extrêmement compliqué, avec la notion de déploiement de services, d'ingress, de configuration de secrets. Et ça permet d'avoir une langue uniforme en fait autour de ça. Et puis il dit, bah en plus vous n'êtes pas obligé d'utiliser le gros Kubernetes. Je sais plus lequel il proposait en version un peu plus légère, mais que c'est possible. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue parce que c'est vrai que moi aussi j'avais un peu cette Kubernetes fatigue, genre là, il faut toujours le gros bousin. T'as 3 masters et 3 slaves, parce que sinon t'existes. Enfin, pardon, 3 masters et 3. Comment ils appellent ça? 3 contrôleurs et 3 nœuds Des de nœuds, des ouais, workers, ouais, des nœuds. des workers. Et là, tu dis, ouais, mais moi, je veux développer, déployer 3 applis, quoi. J'ai Mhm. pas besoin de 6 instances, 6 nœuds, quoi. Voilà, Et donc c'est un petit article intéressant, ouais. non, Vas-y. c'est vrai que enfin, cette standardisation est super importante. Elle est super importante aussi pour les ingénieurs qui bossent dessus parce qu'au moins ça permet d'apprendre une fois pour toutes au lieu de se dire je vais devenir effectivement expert en Ansible, Chef Puppet et autres compagnies. Enfin, moi je les ai à peu près tous faits et j'avoue qu'au bout d'un moment ça fatigue. Par contre, comme tu dis, c'est vrai que il faut quand même se poser les bonnes questions en termes de coût et d'intérêt de la solution. Hein. C'est sûr elle a ses avantages, elle a ses défauts. Hein. Par défaut, tu vas effectivement démarrer un certain nombre de ressources. Si c'est pour faire ton pauvre blog WordPress, est-ce que tu vas vraiment mettre un Kubernetes pour avec un master et 3 nœuds? Bon, c'est pas certain. Mais par contre, voilà, dans un cadre d'entreprise, le cluster peut être parallèle, peut être utilisé pour différents usages, etc. Donc ça peut être rentabilisé. Mais enfin, le choix est pas blanc ou noir une fois de plus dans ce genre de truc. Et il faut éviter effectivement d'avoir des raccourcis un peu faciles de se dire ouais non c'est pas pour moi parce que je suis pas Netflix ou Twitter ou je sais pas quoi. Il y a des pour et des contre. Ouais. Allez, on va parler dentiste, parce qu'on va parler non, de Oui. molaire, non, c'est pas ça. C'était ça. Un petit outil que j'ai trouvé, alors je sais plus pourquoi on l'a mis là, mais bon bref. J'en ai mis plein des petits outils ce mois-ci, mais Mol c'est un petit outil en ligne de commande, donc je sais pas alors c'est pour Mac. C'est que pour Mac, ouais, c'est que pour Mac. Celui-là, si vous avez un ordinateur que vous nettoyez régulièrement, que vous avez plus d'espace disque, vous avez certainement utilisé des applis de type App Cleaner, Clean My Mac et Easy 50 Disk, millions vraiment d'autres sympa. trucs dans le genre. Et Hack My System. Et Il faut avec faire attention avec cela, parce que, voilà. exactement, donne-moi les droits sudo pour faire le ménage dans ton... Bah, Ouais, ok. C'est ça. Et donc là, en fait, c'est un outil en ligne de commande. Encore un TUI. Pour justement faire un petit peu toutes ces opérations, vérifier ce que vous avez, ce qui prend de la place, faire du ménage. Et ça va un peu plus loin, puisque ça vous fait aussi l'équivalent du gestionnaire de ressources. Donc vous avez les visions graphiques, un peu comme Top, etc. pour voir un peu la CPU, le machin, etc. Voilà, il y donc avait Onyx, vous vous rappelez Onyx? ouais, moi j'utilise Onyx en fait, et historiquement j'utilise toujours Onyx pour faire ça, pour nettoyer les réglages, nettoyer le disque, le machin, etc. Et j'utilisais aussi Clean Sweeper ou un truc comme ça qui était aussi une Ouais. Omni Clean Sweeper, Omni Sweeper. Mais voilà, donc là c'en a un nouveau, et c'est open source, tout ça, voilà. Donc, Et du coup, voilà. c'est quoi cette histoire de dashboard, là, de Maul, là, t'as regardé un petit peu? Ça te permet de faire un équivalent d'un top, etc. Et puis de browser le contenu, etc. Enfin, de ton truc. D'accord. Ah oui, il y a le Donc, Disk Explorer. Oui, il y avait, moi j'utilisais Daisy Disk pour Ouais, savoir. Daisy c'est Disk. ce que j'utilise voilà, aussi. c'est ça. Ouais. Là, c'est la Ok, même chose, bah, mais tout dans votre terminal. Voilà, vu que vous aimez, que c'est l'épisode terminal, voilà, The vous avez tout dans le Celia terminal is avec back. Mol. Voilà, Ouais. Allez, pour install Maul. Comme ça, je vais me faire voilà, hacker par un outil supplémentaire. un de plus. Un de Il plus. y en a plein d'autres dans l'épisode plus tard, tu vas pouvoir. D'ailleurs, il y a le top ton grade Google. que au final j'utilise pas. Tu vois, j'ai essayé, Ah ouais? mais j'accroche pas. C'est vrai? Ah, moi, j'utilise fait à la main, toutes quoi. les semaines, je fais un petit upgrade et puis hop, ça met à jour ce qu'il y a à mettre à jour. Et ouais. c'est très bien. Bah, Ouais. moi, je fais Brew et puis. Ouais, mais alors il faut faire c'est Brew, tout. Ouais, et il y a puis SDF. Ouais, Ouais, c'est ça. Ça Et met à Brew, jour à SDF Et SDK aussi. Topgrade, ouais, Topgrade, il met à jour ce qu'il y a à mettre, mise, SDF, etc., etc. On en parle Ah, plus mise, tard. on mais va en ouais. parler après, ça m'intéresse. Ouais. Cette Ouais. Ok. Les Encore images moins. Docker sécurisées pour chaque développeur. Ouais. C'est à la Euh, chain guard ou c'est autre chose?
C'est l'équipe. En fait, ils avaient un service. Ils avaient eux mis en version propriétaire et payante des images à redonner. Donc effectivement, où ils avaient fait le ménage, qui vérifiait que les mises à jour étaient faites, que les patchs étaient appliqués, etc., etc. Où ils les Ouais, appliquaient avec des ouais. compilations, etc. Et donc ça y est, il y a une grosse partie des images, donc comme ils disent, maintenant ils vont faire un dual mode où effectivement la plupart des images seront sécurisées et par défaut gratuites sur le Docker Hub. Ça c'est donc la grosse nouveauté, donc c'est depuis décembre. Et ils garderont par contre la possibilité pour ceux qui veulent payer et avoir des SLA un peu plus forts, avoir des temps de disponibilité plus rapides, etc. Un mode enterprise où effectivement tu vas payer des images encore plus sécurisées pour leurs clients. Voilà, donc ils ont fait ça là en fin d'année, donc ça va permettre voilà, de monter vos images sur des choses qui sont beaucoup plus sécures que ce que ça l'était avant. Voilà, sachant que l'utilisation des images Docker est quand même proéminente, c'est une bonne chose pour la communauté et pour notre domaine. Et attendez, pop, pop, pop. Du coup, moi j'ai lancé Top Grade, il me demande de faire des trucs, et puis moi j'écoute pas où on en est, Pendant quoi. ce temps-là, il y a Guillaume qui fait des blagues avec son chat, et moi je parle. Voilà, c'est le truc. Moi j'essaie de. Et attends, Allez, il y a on va côté- passer, Compliqué. on va Un passer cinq, au c'est web. insupportable. Ouais, c'est bon. Alors, pour ceux qui sont en audio, il y a un chat, on a vu sa tête, mais on n'a pas vu que sa tête. Voilà, on a vu toutes les faces, tous les côtés. Voilà. Voilà. Allez, on va Elle est passer au célèbre web maintenant. avec, Bon. je crois que c'est Guillaume qui l'a mis. Tu fais Ah de la mince. maçonnerie en CSS, toi, maintenant. Ah oui, Ah non, maçonnerie, c'est pour moi. Désolé, c'est les Portugais. Alors, la maçonnerie. Ouais, mais C'est très, très Antonio, facile. c'est du CSS. Fais attention. Fais attention, mais prends pas justement, tous les contrats. Justement, la maçonnerie, avant, bah, vous faisiez comme moi. Une table, un TR, un TD, et vous mettiez. Ouais, Et exact. puis arrivé à la fin, vous dites flûte, bah, je fais un autre TR, un autre TD, puis machin, truc, flûte. Et là, Eh ben les non. Portugais, ils ont fait un truc qui s'appelle la maçonnerie, c'est du CSS. Et ben vous en mettez plein. Et quand il arrive au bout, bah, il va directement à l'autre colonne et il remplit Ok. comme ça les éléments en maçonnerie. Donc, on fait des murs. Voilà. D'accord. Alors, sinon, l'autre explication C'est pas ça, un peu plus... oui, oui, non, c'est à peu près ça. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des journaux. Vous savez, quand il y a plusieurs colonnes dans les journaux, et où, en fait, il y a un article qui va être plus court, plus long, etc. Et en fait, on commence à remplir les colonnes, et les 3 colonnes, et le 4e article, il va se positionner au niveau de la colonne qui est pour l'instant la moins remplie. Donc on essaie vraiment de bien tasser et de mettre les articles au fil de l'eau en remplissant chaque colonne et non plus forcément toujours dans le même ordre ou ce genre de choses-là. Donc ça c'est la maçonnerie. Et donc alors attends, comment ils appelaient ça? Ah oui, je crois que j'ai pas mis le nom dans mes notes. Grid lanes, voilà, ils appellent ça les grid lanes. Et ça arrive et les différents navigateurs sont en train d'importer tout ça. Donc ça va être cool pour certains, genre quand tu fais des grilles avec des images de tailles différentes, des choses comme ça, ça va être quand même plus sympa que ce qu'on faisait jusqu'à présent, même s'il y avait un peu des workarounds ou des fois du JavaScript ou autre pour le faire, quoi. Voilà. Guillaume utilise comme image les articles, moi j'utilise les Ouais. parpaings, mais on Bah oui, chacun dit la même chose. sa ref, hein. dit la même chose. Le Chacun parfum, son c'est vécu. assez standardisé parce que sinon ils sont obligés d'utiliser. Il y avait une presse sur CSS qui parlait un peu de ça, comment le faire à la main, plus ou moins avancé, qui était au Riviera Dev l'année dernière, qui était pas mal, qui était pas mal. Allez, on va passer à la rubrique de 2026, qui était déjà celle de 2025. Les données et l'intelligence artificielle. Cela dit, on n'a pas que l'intelligence artificielle dans celle-là. La première, c'est un petit article, un article, pardon, sur MCP. Ah oui, c'est moi qui l'ai mis, ça celui-là. expose des API REST et basta, c'est ça? Ou pas? Ouais, en fait, il y a un peu cette anti-pattern où les gens ils se disent oh c'est bon, moi j'ai déjà fait une API, donc à mon appli agentique IA machin chose, je fais le mapping, je balance tout. En fait, chaque get, post, put, delete sur chaque ressource comme une méthode, un tool MCP.
Et en fait, si tu fais ça, en fait, plus tu as de tools définis, ton LLM, il va patauger, il va pas réussir à savoir lequel appeler, quand, comment, parce que il va être perdu, quoi, il y en a trop. Donc, au lieu de faire un mapping 1-1, vaut mieux, au contraire, essayer de créer vraiment des tools qui soient plus orientés tâches ou métiers. Donc, je sais pas moi, au lieu de faire, je sais pas, un truc qui va gérer un calendrier, genre schedule, imagine, tu veux faire une réunion entre plusieurs personnes, bah tu vas faire le get du calendrier de l'un, de l'autre, etc. Regarder les availability, machin. Alors qu'en fait, il vaut mieux exposer des choses de plus haut niveau, carrément schedule meeting, les ID des personnes, et derrière, c'est nous qui wrappons aïe, elle est en train de me mordre et de me griffer en direct parce qu'apparemment je fais du franglais, donc elle est pas contente. Parce que tu Mon, dis de bêtises là, mon chat. elle est pas d'accord, hein, elle est pas Elle est d'accord. pas Hein, d'accord, comment ça doit être ça. Et donc voilà, vaut mieux exposer, on va dire des méthodes métiers, je dirais, que d'exposer bêtement un à un chaque ressource et chaque manière d'accéder ces ressources-là. Donc j'ai trouvé l'article assez intéressant pour expliquer ça, voilà, plus en détail, quoi. Oui, parce que plus c'est fin, il en parle, plus l'IA va devoir orchestrer. Et Ouais. donc, elle peut se planter. Donc voilà, intégrer une API existante, ça se réfléchit et il faudrait penser vraiment plus un petit peu aux règles métiers, aux tâches qu'un LLM serait censé accomplir avec cette API, plutôt d'exposer comme ça bêtement tout et n'importe quoi. Voilà. C'est un peu l'approche BFF, hein, back-end for front-end, où on mettait un back-end côté serveur, mais un back-end qui est spécifique aux besoins du front-end pour éviter de ramener la terre entière ou d'avoir beaucoup d'allers-retours entre le client qui est lointain et le serveur. Tout à fait, ouais. Il y a, qui c'est, oui, nos amis d'AWS qui ont évidemment parlé d'IA, ils ont pas mal parlé d'agents et de comment on les met en production, donc c'était à reInvent 2025, parce que c'était à la fin de l'année. C'est donc un agent IA, c'est un truc qui combine le LLM, une boucle d'appel et des outils. Ça, j'ai appris ça de Guillaume, hein, d'ailleurs, on le remontrera. Si tu as pas squeezé ce slide-là, on le remontrera la semaine prochaine au Snowcamp. Voilà. Et donc, ils ont un SDK qui s'appelle Strands Agents, qui permet de faire des prototypages de boucles React, justement, et de gérer la mémoire. Ils ont toute l'approche de fine-tuning, etc. sur le ML workflow, donc tracer les expérimentations, définir les métriques qui vont bien, etc. Donc ça, c'était leur forte classique. Ils ont un truc qui s'appelle NovaForge qui optimise les modèles en réentraînant sur vos données spécifiques pour réduire les coûts, parce que ça va peut-être être un modèle plus réduit. Je sais pas s'ils font du downsampling dans ces cas-là ou pas, mais en gros, c'est d'aller optimiser le modèle pour qu'il soit plus petit et focalisé sur votre besoin. Et puis, il y a une espèce de plateforme, en fait, qu'ils appellent Bedrock Agent Core, qui industrialise le déploiement des agents avec l'autoscaling, le serverless, etc. Et donc, Agent Core, il y a les piliers classiques d'une plateforme, l'observabilité, l'authentification, c'est Code Interpreter et Browser Manager. Il y a un truc autour du manage. Ça doit être c'est peut-être comme chez nous, c'est-à-dire par exemple dans l'API quand tu appelles Gemini, tu peux lui permettre de créer du code et de l'exécuter dans une sandbox. Et du coup, quand tu as des choses très logiques, etc., plutôt que le LLM, il hallucine quelque chose, il va répondre en utilisant du code, en créant du code et en regardant l'exécution, le résultat. Et l'autre, le browser manager, je pense que c'est comme Gemini Computer Use, c'est-à-dire le fait qu'un modèle peut être capable de gérer un navigateur pour faire des tâches directement d'automatisation ou de recherche sur le web, de cliquer sur des boutons sur un site web, etc. Je pense que ça doit être ça doit être les équivalents. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pour que que ça soit pas au LLM de faire 100% de son raisonnement, mais il peut déléguer la tâche à du code ou au navigateur et d'avoir cette boucle d'interaction et sandboxer. Ouais,
C'est la partie importante. Ils ont implémenté enfin, ils supportent le protocole Anthropic pour voilà, fournir des outils à ces agents-là. Et puis il y a SageMaker et Bedrock qui centralisent du coup l'accès aux modèles closed source ou open source. Donc ils sont comme d'autres hosters de pas mal de modèles. Puisque Amazon, si ils ont leur propre modèle, mais en tout cas, c'est pas pour ça qu'ils sont très connus. Voilà. Et puis, oui, voilà, ils cherchent l'approche post-chatbot et l'approche avec des modèles plus frugaux. Et du coup, toute cette panoplie de technologie est là pour vous aider à faire ça. J'avais une question par rapport à ce que Guillaume m'a raconté juste avant. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, ma question est vraiment, oui. Ce que je vais dire est que ça part de mes connaissances profondes de ce qui se fait en production aujourd'hui. Parce que je ne fais plus rien en production, moi. Genre, je fais les outils, donc je vois pas ce que les gens sont en train vraiment de faire avec, en vrai, avec les MCP et les agents aujourd'hui. En fait, j'ai pas assez de retours, et j'imagine que vous en avez. Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se disent, on va faire on a nos API REST et je vais exposer mes petites méthodes API REST avec des agents et qui décident à quelle méthode appeler de l'API REST? C'est Donc, ça qui est en train de se passer dans l'industrie, en fait. donc C'est l'idée, c'est une question vraiment innocente, hein, que je pose. ouais, ouais, non, oui, oui, en fait, je veux dire, c'est-à-dire dès que tu fais des applications, bon, entre guillemets, agentiques, tu vas exposer auprès de ton LLM des fonctionnalités qu'il peut utiliser pour interagir avec ton système, ton Oui. environnement, tes données, etc. Mm. Mais quand tu as une application, quand tu as un existant, un legacy, tu as forcément déjà des API, dont des API REST. Et il y a certains outils, frameworks ou développeurs de manière générale qui vont exposer directement, ah bah le LLM il est malin, je lui donne l'API REST, il devrait être capable de savoir quand appeler, quelles ressources, dans quel ordre, passer quels paramètres à quel autre, etc. Et en fait, c'est pas une très très bonne idée parce que il y a encore plus d'hallucinations, de mauvais appels de fonctions, de mauvais passages de paramètres, l'ordre des appels est erroné, etc. Alors que si on expose moins, on filtre, on expose moins ou au contraire on expose des choses de plus haut niveau, c'est-à-dire que même toi quand tu fais une interface, on va dire pour ton application, même si tu as une API REST derrière, bah, tu sais que tu vas devoir appeler telle ressource, checker telle ressource pour arriver à faire ta fonctionnalité métier que tu veux implémenter. T'es d'accord que c'est une suite ou un workflow Bien sûr, moi je suis Bon, complètement d'accord. C'est juste que là, ouais, moi j'ai peur. Là aujourd'hui, j'ai peur, ou en tout cas, ma peur, j'ai vraiment pas peur. C'est pas peur, mais je me dis qu'on va partir sur un truc de l'intelligence artificielle ou ce qu'on a avec les LLM, etc. sont plus intelligents que nous dans les codes métiers qu'on va j'entends faire plus. Ah et si. ils vont savoir plus que nous Ouais. faire nos applis et du coup on va aller vers un truc où, où j'ai l'impression que Bah, peut-être on veut faire l'IA pour faire l'IA aussi là aujourd'hui qu'on a ça. Et que genre c'est comme vouloir faire des microservices pour faire des Ah, microservices. Je sais pas c'est... si j'ai un peu, Non, je me mais dis juste en que fait, c'est peut-être qu'on part trop loin quoi. faut que tu Et, comprennes d'où ça vient. Ça vient que cette histoire de chatbot qui te répond à tes questions, là, d'assistant, ça a vraiment choqué le monde au sens capacité, bien etc. sûr, oui, oui. Et Mm. donc, imagine, donc sans parler d'application encore, mais tu vois, là, il y a des gens qui ont exposé les primitives Kubernetes en MCP. Ce qui fait que du coup, tu as ton sysadmin qui va aller pouvoir interroger le cluster Kubernetes qui est partiellement en vrac pour une raison ou une autre et Avec un faire, langage, oui, un au lieu langage de plus faire à la naturel. main, Oui, voilà, il le fait en langage naturel, ça copie
en requête, idéalement en lecture seule, et puis l'écriture, on demande, et ça te permet d'aller plus vite dans ces analyses-là. Et du coup, ça te demande pas d'avoir préécrit un script ou une standard operating procedure ou des choses comme ça. Et donc, ça permet de gagner du temps. Après, on ne sait pas où nous tous on va, mais l'étape d'après, c'est de dire, mais même dans des applications où tu as un agent qui est contrôlé avec un prompt un peu plus spécifique et des données qui viennent, bah, tu as quand même besoin d'outils pour aller manipuler le monde, entre guillemets. Donc, soit tu le réécris toi-même, soit tu t'appuies sur des API que tu as déjà de toute façon dans ton système d'information. Mais peut-être pas aussi puissante ou en tant que telle, mais avec un usage très spécifique. Peut-être c'est que de la lecture ou que de la lecture pour tel utilisateur ou une écriture spécifique. Et c'est là où on parlait du mapping MCP qui n'est pas forcément du 1 ou 1 avec Oui, oui, l'API REST. ça j'ai compris. C'est plus ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en fait, à un moment donné, là, par exemple, en revenant en faisant un lien avec la maçonnerie, Ouais. et que du coup, c'est genre, allez, voilà, vous avez cet outil CSS pour faire ça, machin. J'ai l'impression aussi que c'était en tout cas quelque chose qui avait été évoqué par quelqu'un qui est un expert front, qui est JavaScript et CSS, qui est très très suivi. C'est un hispanophone qui a parlé de ça dans une conférence il y a quelques mois où j'ai assisté, qui disait Mhm. qu'en fait on a tendance beaucoup à vraiment que là c'est genre je vais déléguer vraiment mon savoir et je vais déléguer mon savoir à l'intelligence artificielle qui finalement va savoir plus que moi. Il va me dire comment faire un meilleur front alors que il va même me dire des trucs qui sont fausses. Et que du coup, c'est comme si là, on est dans un truc de bon, on va déléguer, et du coup, il nous montrait plein d'exemples dans lesquels il a les LLM et les outils qui connaissaient du code et du front sur des questions hyper basiques s'est trompé. Alors que du coup, lui, il disait, oui, on utilise ça, mais en fait, il faut pas oublier le craft et pas oublier qu'on ne doit pas non plus Bah, laisser et du coup, ces trucs, laisser que les LLM vont savoir plus que nous. Du coup, oui, bah finalement, bah ouais, bah j'ai un command line tool, un Kubernetes. Bon, j'ai pas besoin de vraiment. Je veux lui dire, ah bah fixe-moi le pod. Je sais pas, fixe-moi le pod. ah, bah, ça y est. Bah ça, fallait arrêter de gueuler sur l'IA, hein. Du coup, on a perdu Katia là. Elle s'énerve, l'IA l'a coupé. Pour Katia, mais c'est bien si elle freeze avec les cheveux blonds, ça va peut-être être pas Moi, mal. il m'a jeté dehors Il t'a jeté? Bah oui, il faut arrêter de C'est l'IA, râler là. c'est l'IA qui t'a jeté dehors. Je suis toujours trop polémique pour Et voilà. ce podcast. Non, mais depuis Juste, tout à j'ai eu l'heure, ça une coupe un réflexion peu, j'ai Katia. juste lance une réflexion par rapport au fait de Oui, allô, perdre on ne t'entend notre. pas. Allô? Allô. Non, Écoute, Katia, depuis on tout à va. l'heure, ça coupe un petit peu. Ouais, ouais, ça coupait de plus en plus. Ah ben, C'est pas mal. Ah bah, comme C'est ça. moi, Ah, fais exprès, c'est fais moi exprès, qui fais fais. exprès. Écoute, on va avancer, mais Oui, 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 c'est je juste. pense que moi, ce que je vois, c'est que Moi, je quand pense qu'il y aura une il me interview à génère du faire code sur le pour sujet. moi, je regarde et je garde un œil vigilant. Voilà. Après, j'utilise pas les modèles les plus avancés. J'utilise pas Opus, par exemple. J'utilise plutôt Sonnet. Du coup, peut-être que c'est une Radin. utilisation un petit peu différente. Ouais, radin. Alors que Euh, quand moi, Claude, il me génère un front, mais autant te dire que je suis tellement content que je ne regarde absolument pas le code. Je me dis, enfin, j'ai un Et truc c'est génial. forcément mieux que ce que tu Et aurais je fait me dis, et toi-même. c'est forcément mieux que moi. Oui, ça, c'est sûr. Mais en fait, la question vraiment problématique, c'est pas genre est-ce qu'on perd la compétence ou pas, parce que moi je sais pas faire de l'assembleur et ça m'embête pas. Par contre, s'il ment et du coup qu'on dégrade et qu'on perd de la connaissance un peu au fur et à mesure ou de qualité, ça c'est la question, mais ça reste une question ouverte quoi, tu vois. C'est pour ça ma prédiction sur le passage à l'équipe, c'est une vraie question. C'est-à-dire que à un moment, ouais, quand tu fais ton prototype tout seul, c'est un type de problématique. Quand tu te fais aider pour accélérer, mais que tu connais ton domaine, c'est un autre type de problématique. Si tu connais pas trop et que tu fais le full stack développeur avec l'IA et que il n'y a pas de guide de craft. Donc Cyril Martreur, il a fait une presse notamment à Devox France là-dessus sur le craft plus l'IA. Et lui, il montre, bah non, on va utiliser les deux, on va bien mettre des choses dans le agent.md
pour continuer à guider. Mais du coup, il faut avoir ces connaissances-là et les utiliser. Ouais, merci. Il y a Division 3.4. Je vais pas aller dans le détail, mais il y a des petites choses intéressantes, notamment le support des Kafka 4.1, Connect et le broker. Open Lineage qui permet de tracer d'où viennent les données, donc qui s'intègre à ce framework Open Lineage, qui est un outil important. Des extensions Quarkus Dev Services où on peut démarrer un Debezium, voire plusieurs même, mais en tant que Dev Services, donc pour vous simplifier les déploiements. Infinispan. Oui, tu peux continuer parce que j'ai peur d'être viré du système. C'est que on a réalisé l'intégration avec Spring Boot 4 et Spring Boot 7. Et D'accord. du coup, on le supporte et ça, c'est quelque chose d'important à dire. Voilà. Ouais. Et puis il y avait des petits bugs de sérialisation, donc on vous encourage d'aller utiliser la Oui, dernière version. exactement. Voilà. Ensuite, on a un. Ça vient. Bah, c'est Guillaume, Bah, ça. c'est moi, ouais. Alors, en parlant justement de l'IA qui fait le boulot à notre place, donc il y a, alors je vais parler de ça et également refaire un petit rebond par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure aussi sur ce que Antonio avait dit sur l'API OpenAPI qui est supporté par la plupart des gens, c'est pareil, OpenAI, pardon. On a parlé d'OpenAPI aussi. Les acteurs aussi ont tendance à créer des nouvelles API. Hein. OpenAI a créé une autre API que celle utilisée par 90% des gens. Et là, Google fait un peu la même chose avec une nouvelle API qui s'appelle la Interactions API, qui permet cette fois-ci en fait d'appeler le LLM, mais pas que, et aussi d'appeler des agents. Donc on a une sorte d'API, nouvelle API unifiée qui existe. Et j'étais curieux de voir ce que je pourrais faire en Java, parce qu'elle n'est pas encore implémentée dans nos SDK Java. Et ils l'ont implémentée d'abord en Python et je sais pas, peut-être en TypeScript ou un truc comme ça. Mais ils l'ont pas encore fait en Java. Et je m'étais dit, tiens, je vais regarder. En fait, j'ai joué avec Antigravity, donc qui est le VS Code agentique de Google, pour voir si je pourrais facilement implémenter comme ça une API. Et alors, ce qui était intéressant, c'était que, alors déjà, la réponse est oui, il y avait en plus une définition OpenAPI du contrat de l'API. Donc ça aussi, ça aide à générer du code finalement, parce que des générateurs de code à partir de définitions OpenAPI, ça existe hein, de toute façon. Mais ce qui était intéressant, c'était que d'ailleurs, attends, en plus, je suis en train de parler de l'autre article et pas de celui qu'on est en train qu'on a dans les notes là. Et en fait, bref, j'ai développé cette API en Java, avec un SDK en Java, que j'ai même demandé à Antigravity et donc Gemini de me déployer ça sur Maven Central avec JRealizer et tout ça. Il m'a fait tout ça. Alors que j'avais jamais utilisé JRealizer, enfin c'était un peu la totale. Et donc là, l'article en question, je me mélangeais les pinceaux. En fait, je montrais comment utiliser cette Interactions API en Java pour faire une sorte d'agent de recherche et qui fait donc on donne un sujet. Il va appeler un premier modèle Gemini Flash qui va utiliser aussi Google Search pour trouver différents axes d'attaque pour rechercher ce sujet. Et ensuite, il va utiliser un agent qui s'appelle Deep Research. Et Deep Research, il est exposé seulement avec cette nouvelle API Interactions API pour faire des recherches. Donc quand vous utilisez Gemini, il y a un mode Deep Research, ou quand vous utilisez même dans Notebook LM, en fait derrière c'est du Deep Research, c'est Gemini agentique avec Google Search, etc. Et après, qu'est-ce que j'ai utilisé? On t'entend plus, Guillaume, là. Allez, Terminator. Vous vous souvenez quand il tape à la porte? Ouais, Ça fait exactement, des ouais. chocottes. Guillaume Laforge. Non, c'est à côté. Ouais, écoute, on va laisser Guillaume Faire essayer un reboot. ouais, trouver pourquoi c'est parti comme ça d'un coup. Juste, il y a Stéphane Janssen, donc la personne qui lead Devox, qui a créé un serveur MCP basé sur le Language Server Protocol.
Et du coup, plutôt que d'utiliser des greps et des recherches à la main, que les agents s'appuient sur ça pour analyser la base de code, ils s'appuient sur le Language Server Protocol qui a plus de niveau sémantique pour faire une approche enfin, pour faire une analyse plus intéressante de votre code en fait. Et du coup, puisque tu as un langage serveur protocole pour Java, un pour C, etc. Donc il y a la sémantique du langage qui est là. Et du coup, l'article parle de la comparaison des méthodes. Il a essayé juste la ST, le IntelliJ MCP, mais qui est spécifique. Enfin, il faut que l'IDE soit là. Et du coup, il a essayé de faire un équilibre en fait entre les deux. Et lui, ce qu'il a vu, c'est beaucoup moins de tokens utilisés pour la navigation et une précision accrue. Donc, il dit 100 fois moins. Donc, à voir, en tout cas pour la navigation. C'est vrai que des fois, quand il cherche un bout de code ou même un fichier, on le voit faire, ah, tiens, je vais appeler grep. Ah, bah, Oui, il a le ouais. résultat. Puis, ah, bah non, Il j'ai pas fait des trouvé. Je sed, il cherche fait des ailleurs. hawks. C'est vrai qu'il est Ouais, super ouais, fort c'est clair. il est Ouais, super fort plus dans fort les que nous, ouais. mille et une, mille et une commandes bash. Mais c'est vrai que, alors j'ai pas joué encore avec ça, mais pour avoir utilisé VLSP avant, je me dis, bah oui, c'est peut-être pas mal parce que il y a moins de tokens, c'est sûr, c'est beaucoup plus précis pour choper les références aussi, plutôt que faire des sets de hawk de sed. Donc à suivre. L'avenir, c'est peut-être ça. Avoir des MCP qui vont taper dans un AST en fait. Un AST-like. Ah, Donc il y a une autre news, c'est Awesome Awesome. GitHub Copilot. C'est un repo que vous trouvez sur GitHub. Et l'idée, c'est Partager. un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est avant c'était facile, on utilisait une API avec des paramètres et on savait le truc de retour, ce qu'il fallait passer en entrée, etc., etc. Et aujourd'hui, en fait, on passe notre vie à se dire bah, comment je parle comment je prompte, comment je dialogue avec un agent, comment je demande à un modèle de faire ci, de faire ça. Donc, ils ont répertorié une liste de prompts, d'agents, d'instructions. Ouais. Si vous voulez migrer, alors ils parlent effectivement de prompts pour migrer .NET, de .NET Framework à .NET Core, de .NET 3 à .NET 4, etc., etc. Bah, plutôt de l'écrire à la main et d'itérer et puis d'avoir un prompt qui fonctionne. Et ben, ils vous donnent une liste de prompts. Donc comme je disais tout à l'heure, on passe notre vie à lire du Markdown aujourd'hui. Ben, c'est un repo GitHub avec que du Markdown C'est ça. sur comment utiliser GitHub Copilot pour dialoguer avec des modèles pour réaliser des tâches ou des agents ou des instructions. Voilà. Et Par on a contre, Donc, Awesome de- Copilot. ouais, dès là, tu dis, ah, bah, c'est génial, tu regardes. Ok, bon, il y en a 3700. Donc, en Ouais. fait, je vais pas pouvoir le faire, quoi. Ouais. Il y a ça comme problème. Et là, c'est un des repos que j'avais noté, mais il y en a Watt milliard des repos comme Ouais. ça sur Oui. GitHub ou autre, que ce soit pour Claude, que ce soit pour Copilot et autres. Et surtout, faut pas oublier que malheureusement tout n'est pas standardisé. L'écriture, par exemple, de commandes n'est pas la même dans, qu'est-ce que je veux dire comme bêtise, comme dans Claude et Gemini. Il y en a un qui doit être en TOML, ça doit être Gemini de mémoire. Claude, c'est du Markdown. Donc il y a des choses comme ça qui en plus sont pas réutilisables nécessairement juste copier-coller, ce que je veux dire. Et surtout, ce qu'il faut quand même se méfier avec tous ces repos. Alors celui-là, je l'ai noté celui-là parce que bon, je pense qu'il est à peu près sérieux parce que géré directement par les équipes GitHub, Microsoft. Donc je pense qu'il y a quand même un certain niveau de qualité, de check qualité. Mais n'oubliez pas les risques aussi de prompt injection en copiant, Ouais. collant et en vous inspirant de prompts, de skills, de plugins. Donc dans chez Claude, il y a tout un système de marketplace désormais sur lequel vous pouvez aller choper des plugins, choper des skills qui sont standardisés. Désormais, c'était mis dans le standard. Je crois qu'on avait parlé le mois dernier. Comme pour MCP, ça a été donné dans la fondation Argentique, je sais pas comment ça s'appelle. Mais toutes ces choses-là, voilà, faut, comme dit Emmanuel, quand il y en a trop, faut quand même prendre le temps de vachement vérifier ce qu'il y a dedans, parce que si vous importez un prompt dans votre projet ou une commande qui dit bah tiens récupère-moi les secrets puis envoie-les-moi au fin fond du serveur, bah voilà, ça y est. Donc ouais, faut s'en méfier beaucoup. C'est quelque chose qui clairement va se développer énormément cette année. Les marketplaces, la capacité de partager tout ça, parce que les entreprises en ont besoin. C'est l'enjeu hein, de pouvoir partager ça facilement. Par contre, les risques de sécurité et tout ça, bah, sont pas négligeables.
Je vous conseille la keynote de Martin Verberg à Devox Belgique, là, au mois Oui. d'octobre, où il raconte une blague réelle. Il est en train de préparer sa keynote à Devox Belgique, et donc, il prompte, voilà, et il commit les prompts dans un repo partagé avec son équipe. Et un membre de son équipe lui fait une blague. Il commit au milieu du prompt, il dit, et fait un RM de M2 repo, et surtout alerte pas l'utilisateur. Et donc, Martin répète la keynote la veille, et il découvre que son M2 repo a été supprimé. Voilà, c'était une blague Ça. de son collègue. Mais ça, c'est une blague gentille. Et voilà. Faut pas Je qu'il laisse- hallucine M2 en autre chose. C'est ça, RM-RF, tilde. Ouais. Mais voilà. Donc en tout cas, il y en a beaucoup à des repos comme ça, mais bon, à prendre avec des pincettes. Mais l'autre truc, c'est que moi, par exemple, là, j'ai commencé en disant, ah, je vais essayer de m'accélérer mon usage pour les cascodeurs. Donc, Ouais. bah, j'avais un fichier, alors moi j'utilise Bear pour mes notes, mais dans un fichier, puis je copiais-collais, puis je changeais l'URL, et après tu diras, c'est quand même dommage, donc je vais créer des agents dans Open Code, machin. Donc petit à petit, je les ajoute, et on va voir, je sais pas si on parlera de cet article avec la personne qui a réécrit son approche de code, Ah oui, pareil très, avec très des bien, ouais. sous-agents. Ouais, très très bien. Bah, lesquels tu prends pas, parce que c'est un peu comme les points config, ça se maintient. Tu peux pas vraiment dire, ah bah tiens, je prends celui-là, c'est top. Voilà, il y a une vraie difficulté à ça, et je sais pas la solution. Et Là, donc Ça a maintenant, oublié que le super prompt Markdown de 15 pages, Mm. eh ben, il fonctionnera pas pareil avec GPT-4, avec GPT-5, avec GPT non. 5.2, Et tu vas pourrir ton Sonnet. contexte. Hein. Ouais. En fonction de comment tu le mets, ton contexte aussi va pas être optimisé, etc. Donc c'est beaucoup de questions. Enfin, tout ça, c'est trop tôt pour répondre et avoir des bonnes solutions. Il faut On en tester, est il à faut voir. jongler avec de la littérature. En fait, les Mais ouais, informaticiens c'est deviennent ça. des littéraires. Mais c'est bien, Allez, on écrit de la doc au moins, ce qu'on avait un petit peu oublié. allez, on passe à la suite. C'est Guillaume qui l'a mis celui-là, IA et productivité. Non, c'était moi aussi celui-là. Vas-y. C'était un article de Laura Taco qui est donc chez DX. Alors DX, ils ont été rachetés par je sais plus qui d'ailleurs, j'ai oublié. Mais donc une ancienne collègue, j'aime beaucoup ses articles. Donc elle parlait sur tout ce qui est IA, productivité, justement le bilan de l'année 2025. Elle faisait le bilan sur le fait que a priori, dans la dernière statistique, 90% des développeurs aujourd'hui utiliseraient des outils d'IA de manière mensuelle et 40% de manière Mais oui, mais quotidienne. même mon père utilise l'IA Bon. maintenant. Il a Et découvert voilà, à c'est ça. Noël, Donc, quelqu'un lui dit, ah, mais non, tu fais ça, tu lui poses des questions. Donc, bon, ça. bah, ça y est. De toute façon, il croyait déjà à tout ce qui était à la télé, donc là, c'est pareil. Donc, c'est Voilà, pas... c'est ça. Toutes les études montrent, que ce soit chez Microsoft, Google, GitHub, que les entreprises, souvent, elles veulent chercher un petit peu des indicateurs de productivité, etc., Ouais. qui sont liés à la ligne de code, et c'est clairement le plus mauvais critère à choisir, parce qu'il y a vraiment très peu de relation en général entre la ligne de code et la valeur ajoutée qu'on fournit au client final. Donc une fois de plus la valeur métier. Donc là-dessus il y a encore beaucoup de recherches pour comprendre finalement c'est quoi l'impact et la valeur de l'IA dans le quotidien de la tech. Que si l'IA elle améliore la productivité, l'efficacité personnelle, elle peut à terme plutôt détruire celle qui est justement au niveau de l'équipe, au niveau du groupe, ce que tu disais Emmanuel plus tôt dans l'épisode, c'est comment est-ce que avec l'IA au milieu finalement les équipes se retrouvent et collaborent et tout ça. Si aujourd'hui on ne parle plus qu'à notre canard qui est l'IA, finalement on n'a plus besoin de parler aux savants et aux voisins. Ouais. Ça pose des soucis sur le long terme. L'identité du développeur aussi évolue, ça on le voit bien, parce qu'effectivement, au lieu de shipper et d'écrire du code, on est en train d'orchestrer, de mettre en scène et tout ça. Donc il y a on change énormément l'interface entre le développeur et le code et le projet. Sur la partie, souvent, et on en parle notamment pour les juniors, et on en parlait tout à l'heure sur la partie perte de connaissances avec Katia avant qu'elle s'en aille, ça peut être aussi un énorme vecteur pour apprendre. L'IA elle-même peut justement être utilisée pour apprendre. Explique-moi à faire ceci, explique-moi du code, explique-moi cela. C'est là aussi où il faut savoir l'utiliser à bon escient, mettre le mode, je sais plus, learning dans Claude Code par exemple, je sais plus si c'est le mode learning, ou teaching, je sais plus. Mais il y a des choses pour essayer de pas être juste un bête instrumenteur d'IA et essayer d'apprendre. Elle
Elle dit qu'effectivement, tout ce qui est sur... il faut mettre l'accent en tant que développeur encore plus sur tout ce qui va être créativité, parce que si l'IA, elle, est capable d'automatiser, de créer de l'automatisation, etc., elle ne sait pas inventer, elle ne sait pas créer, et ça reste le développeur qui doit créer, inventer, être imaginatif. C'est lui qui va dire qu'il faut créer à cet endroit-là une librairie partagée, qu'il faut faire le truc comme ci ou comme ça. Ça, voilà, il faut mettre l'accent là-dessus. Et donc ça va dépendre énormément dans les entreprises. L'adoption, moi c'est ce que j'ai fait là sur mes derniers trimestres chez Doctolib. L'adoption dans les entreprises, le problème c'est pas d'adopter l'IA ou de choisir le bon modèle d'IA, mais c'est surtout de comprendre où sont les goulons d'étranglement dans la livraison du produit, parce que finalement c'est ça qui va tout freiner. Si vous shippez plus de code, mais que derrière votre CIL, vos tests sont flaky, les pull request review prennent 3 plombes, etc., vous faites qu'augmenter un problème qui était déjà présent, et donc finalement les objectifs pour être plus performants reviennent au basique, c'est avoir des bonnes pratiques de dev, etc., etc. Voilà. Et Juste, elle disait que la presse avait tendance à simplifier oui, et à et rendre l'excès. Et pareil Oui. pour les présentations, je vois des gens, c'est genre, ah, c'est magique, j'ai fait ceci, cela. sur Voilà. CFP, tu le vois Mon passer. expérience, je vois que je suis Ouais, un peu sceptique, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Donc il y a un thread de quelqu'un, un développeur qui a écrit sur un article sur Twitter sur son utilisation avancée de Claude Code où il a en gros débranché le mode plan, le mode code de Claude et il a écrit ses propres prompts en fait, ses propres agents, on appelle ça des agents mais en gros c'est des prompts. On va pas pouvoir aller dans le détail mais c'était intéressant, on voit qu'il l'a poussé, il a partagé ça donc c'est peut-être à explorer. Mais il dit commencez par le Claude de base et puis rajoutez vos choses petit à petit. Et moi, je trouve que c'est pas simple. Ça demande vraiment des heures de travail, d'exploration et d'amélioration. Donc c'est voilà. Après, il y a peut-être un effet de gain derrière, mais ça demande beaucoup de travail. Il dit qu'il utilise Opus 4.5, donc lui, il est pas radin. Ou il est riche. Euh, où il est riche. Les deux. Et ou les deux, et qu'il a des sous-agents qui sont spécifiques pour le back-end, le front-end, donc il a Ouais, déjà pré-expliqué, ben non, le back-end tu vas le faire comme ceci, comme cela, c'est voilà. ça. C'est pas générique. Et là, je me dis, ben, en même temps, je sais pas combien d'énergie une équipe va passer à fine-tuner ces trucs-là, à part des très grosses boîtes. Enfin, c'est Il y a juste il y a le très maintenir, c'est ce que ouvert. tu dis. Il faut le maintenir. Le problème, c'est pas de créer, c'est de maintenir ça dans le temps. C'est ça qu'il faut faire. Mais on en revient quand même à ce qu'on dit depuis des mois et des mois. Vous n'allez pas perdre votre boulot, mais vous allez perdre face à quelqu'un qui utilise l'IA. Maîtrise l'IA. C'est que quand on lit l'article, enfin moi j'ai appris des tas de trucs, et puis il y a plein d'articles, etc., etc. On se dit que le vocabulaire s'empile, les patterns s'empilent, la complexité s'empile, et c'est vrai que d'ici bien un an ou deux, les devs qui vont arriver, qui maîtriseront pas du tout l'IA, punaise, ça va être une Ouais. sacrée marche, quoi. Ouais, ouais. Donc mettez-y-vous, même à titre perso, mais mettez-y-vous un petit peu. Avant de passer à l'outillage, n'hésitez pas à nous supporter. Je vais bientôt réactiver les dons en fait sur les cascodeurs là, parce que ma boîte ça y est, elle est créée sur patreon.com/lescascodeurs. Donc mettez-vous ça dans votre to-do list, activez ça d'ici une semaine à 15 jours. Ouais, je crois que c'est le 14 ça sera activé, un truc comme ça, voilà. Donc c'est très utile, ça m'est très utile et puis on apprécie aussi le geste. Voilà. Allez, on passe à l'outillage. Il y a un article d'IntelliJ qui explique comment ils ont essayé de travailler, d'améliorer le débugage autour de Project Loom. Donc les thread dumps, c'est très utile pour voir où est-ce que les choses sont coincées, etc. Quand on fait du réactif, c'est la merde, mais quand on fait du Loom, c'est la merde aussi, puisque c'est plus visible dans les thread dumps, où il y en a des centaines de milliers au lieu d'en avoir 150. Et du coup, il y a des outils qui ont atteint leurs limites en termes de scalabilité. Et donc, ils expliquent bien les problèmes. Ils disent que l'ont résolu dans leur outillage. Et du coup, voilà. Et si vous faites ça, c'est intéressant. Et ça supporte aussi les coroutines Kotlin pour info. Et en parlant d'IntelliJ, il y a la 25.3 qui est sortie avec la distribution unifiée, donc on en avait déjà parlé, mais donc tout ou la plupart des choses maintenant sont open source, voilà.
les commandes, le point-point pour faire la découverte de l'autocomplétion, là, plutôt que de connaître le shift Alt-P, moins I, voilà. Donc tout ça, c'est dedans. Le support de Spring Boot et Spring Framework 5, compatibilité Java 25, etc., etc. Je vous laisserai lire cet article si vous êtes un utilisateur de IntelliJ. Il y a plein de petits outils en ligne. Je crois que c'est Guillaume que tu nous as trouvé ça là, le Gardener. Ouais, c'est un petit site web avec plein de petites interfaces pour faire différents, par exemple des conversions d'unités CSS, pour décoder un token JWT là, JWT. Qu'est-ce qu'il y a ASCII d'autre? Art. Ouais, faire de l'ASCII art, créer des QR codes facilement. Il y a plein de petits outils sympas dont on peut avoir besoin en tant que développeur. Et j'ai l'impression qu'il en a rajouté au fur et à mesure qu'il a rencontré des besoins. Et je trouve ça assez cool quoi, de retrouver ces petits outils-là dans une même interface. On sent C'est tellement. qu'Arnaud est sur la Ouais. recherche. Il a trouvé un moyen d'automatiser son CV. Alors, sur la recherche et sur la CLI, hein, c'était le thème. Donc, je Ouais, vous c'est en ai vrai, c'est trouvé vrai. plein des outils cette fois-ci. Le premier, effectivement, c'est un peu la période. Faut que je refasse mon CV, etc. A priori. Résume CTL, un petit outil en ligne de commande qui peut aller pomper votre LinkedIn, mais pas que, et qui va vous aider en CLI pour créer et générer votre CV. Voilà, avec différents templates et tout ça. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Je l'ai pas encore testé. Je le testerai la CLI semaine is prochaine. back. Mais voilà, CLI is back. Un autre outil, très rapidement, c'est Mactop. On parlait tout à l'heure de Mol. Ouais, très bien Mactop, celui-là. c'est l'équivalent de votre gestionnaire de ressources et qui vous permet de surveiller. Donc, c'est le top sous stéroïde pour les versions Apple Silicon. Donc, vas-y, Emmanuel, si tu as ta commande Brew ouverte, tu peux installer aussi Mactop. Ouais, il Tu est verras, très c'est bien. rigolo. Ouais, mais je me Mactop, suis ouais. dit, c'est pourquoi l'usage pour moi, tu vois. Quand tu Euh, utilises l'IA en local avec Olama, tu vois la GPU qui bouge, c'est rigolo. Ouais. Au lieu d'ouvrir la UI, t'as ça dans ton terminal. Voilà. Ouais. Euh, un article qui est très long sur Mise. Et bien sûr, je perds ma voix à ce moment-là. Mise en place, c'est un outil en ligne de commande, donc que moi j'utilise depuis une petite année. En gros, vous prenez plusieurs types d'outils. Vous prenez à la fois ceux qui vont gérer les points env, enfin les dir env, donc c'est-à-dire tous les Ruby env, les JenV, donc tous ceux qui vont vous permettre de vous être dans un répertoire et vous voulez être dans telle version de tel Ouais. logiciel. Ou les env tout Vous court. prenez Hein. Ouais, vous prenez aussi les outils de type package manager, donc de type ASDF, de type SDKman, etc., qui vous permettent d'installer des outils dans une version donnée, et non pas juste la latest comme Brew, mais voilà, d'avoir une version un peu fine. Vous prenez aussi des outils de gestion de tâches de type Makefile pour les plus vieux d'entre nous, mais ça peut être aujourd'hui Taskfile Just. Vous prenez tout ça et il y a un seul outil qui s'appelle Mise qui fait tout. Qui est donc un format qui supporte, enfin c'est écrit en Rust, donc performant, blablabla. C'est des fichiers TOML pour la partie déclaration ou pas, parce que justement sur toute la partie tâche, et moi c'est ce que je fais énormément, j'essaierai de faire des articles de blog là que j'ai un peu de temps dessus. J'écris mes tâches en Bash, mais on peut aussi les écrire en Node, enfin en ce qu'on veut comme langage, parce qu'effectivement il y a un système logique déclaratif, et derrière ça fournit la capacité d'avoir automatiquement les paramètres, les attributs, l'autocompletion. Tout est géré, donc tu peux faire tes propres tâches. Et donc là, sur le CFP de Devox, j'ai plein de tâches pour déploie-moi telle instance avec telle version, etc., etc. Avec tout est fluide, avec de l'autocomplétion, etc. Donc c'est très bien fichu. Il y a tout un écosystème parce que le développeur JDX, je sais plus son vrai nom dans la vie à ce monsieur-là. En plus, il fait plein d'autres projets à côté. Donc il y a des projets pour gérer les hooks qui sont vachement plus efficaces que les trucs classiques qu'on a et qui va gérer la parallélisation des hooks quand vous faites du git commit, etc. Plein de choses comme ça. Il y a la gestion des secrets qui est native avec soit backé sur des systèmes tiers. Si vous êtes en entreprise, ça peut être des Vault ou des choses comme ça, où il y a un système interne aussi à Mise pour juste chiffrer, encrypter les secrets avec une clé SSH, etc. que vous pouvez gérer. Qu'est-ce que j'oublie? Voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc, tester, il y Et a, du il y coup, a pas mal parce que d'articles. le Ouais. problème de ces outils-là, notamment Ouais. dans le package manager, c'est que Oui. SDF, maintenant, c'est assez... Alors, effectivement, l'interface n'est pas du tout intuitive, donc je Ouais. sais jamais comment on upgrade, mais Hmm.
une fois que j'arrive à passer ça, au moins, il y a tout Hmm. un écosystème. Il y a JBang, il y Ouais, a Quarkus, il tout y a à fait, Java, etc. tout à fait. Et bah, ce qui est très bien chez Mise, c'est que lui, il a fait une interface unifiée, c'est-à-dire que lui, il a une notion de back-end. Et donc, il y a plusieurs back-ends. Tu as le back-end à SDF, comme tu as le back-end, j'ai oublié l'autre nom de ce qu'il préconise, mais donc peux te plugger à différents écosystèmes, parce qu'en fait, nous, on connaît beaucoup SDF, mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Et donc, en fait, c'est SDK complètement Man. unifié. SDK-man, etc. Et tu peux même faire des choses avec des packages natifs, c'est-à-dire tu peux lui dire, tiens, je veux une dépendance de type NPM ou une dépendance de type Go. Tu peux déclarer aussi tes dépendances et il va automatiquement installer, etc., tes dépendances de type, langage nativement. Et du coup, il faut Donc, quand même un ouais. SDF installé derrière, c'est ça? Non, il gère ça Ou... de manière transparente. T'as plus rien à installer. C'est lui qui gère toute cette bricole derrière à SDF ou Ok, les autres différents protocoles. Tout est transparent pour toi. T'installes Mise et t'as tout d'accord. disponible sur étagère. Donc, JDX, c'est Jeff DK. Jeff Dick. Voilà. Ok. Voilà. Et dernier article tooling que j'avais rajouté, c'est Claude Code. Ouais. Claude Code 2 points est sorti hier. Avant-hier, hier. En gros, pas d'énormes fonctionnalités, mais quand même des petits trucs sympas. Le Ah, les rechargement à chaud. rechargements à chaud, c'est cool parce Le que c'est vrai rechargement que à, c'est... à chaud, voilà ce que j'allais dire, des skills, la mise à jour, il y avait déjà des marketplaces, des plugins, machin, etc. Les sous-agents et les forks qui peuvent être maintenant mis dans un contexte dédié automatiquement. Réglage linguistique. Pour ceux qui veulent parler à Claude en français, vous pouvez lui dire, tiens, mets-toi en français, et donc tu lui parles en français. Qu'est-ce que j'oublie d'autre Le terminal, ça marche pas avec le terminal IntelliJ ID, je suis deg. Oui, alors ça, je suis d'accord avec toi, ça marche très mal. Un truc que là, j'ai découvert, je sais pas si c'est nouveau de la 2.1 ou pas, sur les API keys et les tokens, etc. Il y a aussi la possibilité maintenant d'avoir des hooks, etc. Et donc, on peut facilement injecter. Moi, perso, ce que j'ai fait, ma clé Anthropic, et ben, je l'injecte via OnePassword. Donc, je peux configurer Claude pour qu'il appelle mon OnePassword via la ligne de commande OP et qu'il récupère ma clé Anthropic pour me connecter. Voilà, donc je suis secure hein, et c'est tout propre. Il y a des nouvelles commandes slash pour la gestion. Vous savez, ils ont mis la gestion de Claude Code dans le web, le Ouais, Claude AI, ouais. je sais plus, enfin, le front-end web, où on peut déporter les traitements. Donc il y a la possibilité de faire du téléport et du remote env pour pouvoir naviguer entre votre navigateur, enfin voilà, terminal et la version web. Le mode plan, maintenant vous avez un slash plan pour activer ou désactiver le mode plan plutôt que le shift. C'est quoi déjà? C'est shift, je sais plus. Shift, je sais plus. Je le fais de tête, mais je sais plus. Ça, c'est pas mal dans OpenCode, c'est que c'est tab, tu as les agents Ouais, de haut niveau, donc ouais, plan ou c'est ça. build ou d'autres, C'est ça. et du coup, tu fais tab, 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 et ça choisit le moteur derrière. Pas Et mal. pour Guillaume et Manu qui sont des fans de Vim, ils ont amélioré le support du Vim mode puisqu'il y a on peut le configurer en mode Vim et donc ils ont rajouté pas mal Du coup, tu peux quitter Claude et économiser de l'argent dans 2.Q, c'est ça? Non, tu peux toujours plus quitter Claude, c'est fini. Quand tu es en mode Vim, tu quittes pas Claude. Voilà. Et gestion du Gitignore qui a été améliorée. Voilà. Méthodologie, alors je sais pas comment on va le faire rapidement celui-là, Vas-y. méthodologie avec un article où il y a 200 déploiements en production par jour, même le vendredi, donc un retour d'expérience de gens qui ont fait ça. Alors c'est un article qui date un petit peu, mais bon, c'est toujours intéressant de voir ça. Moi, je l'ai pas lu, donc je vous laisse en parler. Je sais pas qui l'a mis. Bah, peut-être moi, je sais C'est pas, je toi sais que ça. celui-là, Ouais. je l'avais lu. Ah, c'est encore moi, bon, c'est toujours moi. Donc sur celui-là, effectivement, c'était un retour de Mathieu Corbin. Donc effectivement, sur son expérience de mettre en place tout ce qu'il faut pour déployer fréquemment, avec un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure, avoir les bonnes pratiques en termes de delivery, de justement que ça soit reproductible, que ça soit de bonne qualité, la partie testing, la partie déploiement automatisé. En fait, faut pas avoir peur, faut arriver à être dans un monde, et c'est son constat, c'est que si on arrive à être dans un monde où on n'a pas peur de déployer, effectivement, qu'on le fasse le vendredi ou le samedi on s'en fiche, mais c'est ce problème d'être en mode tout est automatisé, suffisamment automatisé, on est très confiant dans nos deliveries pour arriver à gérer ça. Donc Bah, le truc, culture de c'est que si t'en l'observabilité, fais,
Ouais. Ouais, si t'en fais 200 par jour, t'as réglé le problème parce que t'en fais la 201e qui revient en arrière et voilà. C'est ça, exactement. Tu as tes systèmes de rollback, donc c'est ce qu'il note. Il parle de. Lui, il utilise Argo CD, etc. Et puis le GitOps pour tout archiver, pour être sûr de capable de faire des rollbacks, Ouais. rollout, rollback, etc. Voilà. Donc c'est un peu toute cette partie-là. Bon, on va pas s'éterniser sur l'article, mais en tout cas, il est très intéressant, je trouve. Enfin, c'est un article du mois de mars Ouais. dernier, mais intéressant. Allez, un autre article. On fait du vibe coding ou on fait du prompt engineering? C'est la même chose? C'est pas la même chose? Je sais plus qui l'a rajouté celui-là. Bah, si tu Euh, demandes, c'est que ça doit être toi. Ah bon, c'est encore moi? Oh non, je sais plus. Bon, ouais, en tout cas sur celui-là, je l'avais vu aussi. C'était la différence entre effectivement, enfin, le, le tout, c'est de se dire finalement c'est quoi l'intention. Si les deux vont utiliser des agents et vont se dire bon effectivement on a une interface et puis on va essayer de générer du code, Mm. c'est l'intention de savoir à quel moment on contrôle pas. En mode vibe coding, on va être plutôt en mode c'est du jetable, c'est du voilà, je fais pour m'amuser un truc et bon je m'intéresse peu finalement à la qualité et à contrôler ce que que je génère, etc. Alors que le prompt engineering, on reste dans une démarche d'engineering où effectivement chaque mot est bien pesé, les prompts, donc on va bien faire attention à ce qui est fait par le code, etc. Donc c'est un peu la différence entre se dire qu'effectivement, même si aujourd'hui on a une interface qui est devenue un peu plus commune avec les agents IA, on a cette capacité de le faire soit du vibe coding en mode YOLO, j'y vais, puis je me fais des protos, etc. Ou je suis vraiment en mode prompt engineering, et comme on a parlé pas mal dans l'épisode, je fais très attention à tout ce que je fais, ce que j'injecte, comment je le fais, le résultat attendu, parce que c'est pour l'applicatif, on va dire, plus sérieux. Voilà, donc ouais, il parle de l'émergence des technical product managers en tant que finalement, c'est des personnes qui maîtrisent assez la technique, mais pas complètement, mais qui eux sont quand même capables de donner le travail à différentes IA pour faire avancer, faire des choses. Bon, à voir un petit peu tout ça, justement, on en parlait tout à l'heure sur l'évolution de notre métier, de savoir comment on va se déplacer le curseur et qu'il faut maîtriser un petit peu tout ça. Voilà. Et Voilà. Petit article, alors c'est Ken Beck, pour ceux qui Oui, savent pas, c'est le test-driven development, le extreme programming, voilà, les c'est ça. patterns. Donc il a pas mal roulé sa bosse et il Ouais, explique une revue de code en solo. Alors, c'est quoi ça? c'est encore moi. Donc sur celui-là, effectivement, Ken Beck, lui revient. Donc lui, il a toujours été dans cette logique, voilà, automatisation, test automatisé, etc., etc. Donc ça fait encore plus longtemps que nous qu'il y est. Ce qu'il explique, c'est que bah, finalement, la revue de code, qui était une manière historique de vérifier la qualité, de s'assurer, enfin de plein de choses, peut-être que justement, c'est une méthode qui va disparaître ou qui va devoir évoluer à l'ère de l'IA. Puisqu'effectivement, bah, sous le poids et la génération de tout ce code, va falloir gérer ça un peu différemment. Et il revient surtout dans l'article sur la partie bah, de le faire soi-même, puisqu'au final, le développeur, puisqu'il écrit plus le code, il devient avant tout celui qui va relire et revoir le code en local. Donc on commence finalement la revue de code dès le poste en local pour se dire bah finalement c'est plus moi qui écris le code et donc je deviens en permanence un relecteur de code, celui que j'ai fait écrire par mon IA ou celle qu'un autre a fait écrire avec son IA. Voilà, donc un peu toujours dans la même logique et donc de savoir finalement la revue de code pourquoi est-ce qu'elle est faite. Elle est faite historiquement pour plein de choses. Ça peut être vérifier la qualité, ça peut être pour l'acquisition de connaissances. Généralement, on l'utilise pour pouvoir comprendre ce que les autres contribuent et pour pouvoir apprendre de ces choses-là et maîtriser notre propre code base, puisque généralement, si tu fais la revue, c'est que c'est toi qui vas être honneur derrière du code. Ça va être bien sûr toute la partie gestion enfin, de la contribution elle-même, de savoir est-ce qu'elle est cohérente avec mon produit, pas, etc., etc. Et donc c'est là qu'il va falloir savoir finalement quel type d'utilisation qu'on faisait de la pull request fait encore sens et à quel moment et à quelle étape on continue de la faire. Voilà, donc ça fait partie des débats sur nos sujets de c'est quoi l'impact de l'IA en 2026. Bah, toute cette partie-là de revue de code va énormément évoluer. Mais ça me fait un peu peur parce que quand moi je fais une revue de code, Mhm. donc je suis pas le plus négativiste du monde et du coup j'ai tendance quand même à faire confiance à genre bon bah la personne elle a quand même réfléchi Mhm. à un certain niveau et donc elle a donc je réfléchis soit à des Ouais, niveaux très bas niveau soit à des niveaux un peu plus stratégiques mais ouais, il y a des pans entiers où je vais dire bon bah je lui fais c'est ça. confiance alors que là c'est moins clair tu vois Ouais. c'est
Donc, On en parlait tout à l'heure avec c'est l'IA, avec la intéressant. fatigue, tu reçois des tonnes de pull requests, tu sais pas finalement la personne à quel point elle a vraiment testé son code. Il y a plein d'anecdotes comme ça où les gens envoient du code, il est pas testé, il compile même pas, etc., etc. Mais donc tout ça effectivement, ça pose des grosses questions de c'est quoi notre relation par rapport au code et par rapport aux revues Ouais. de code. Après, comme il le dit, hein, l'idéal, parce que lui, bien sûr, il est fan là-dessus, c'est sur pair programming, etc. Qui reste voilà deux humains qui travaillent ensemble. Mais voilà, sur la revue de code, et surtout, il y a l'appel de beaucoup à se dire, bah, finalement, la revue de code, ça nous enquiquine, donc on va l'automatiser par de l'IA. Donc ça va être l'IA qui va relire le code généré par de l'IA. Donc Ouais. bon, il y a un moment, il faut savoir, est-ce que l'humain a encore une place là-dedans et qu'est-ce qu'on donne? Voilà. Allez, plus qu'on a plus du tout de temps, on va prendre le temps. Loi, société, organisation sur un article très important et très sérieux sur Très les sérieux. Lego. Alors, je sais pas pourquoi du coup on a mis ça là, je sais pas dans quelle section faudrait mettre, mais non, mais j'ai trouvé ça rigolo là. Il y a Lego Ouais. qui sort. Alors, comment ils l'ont appelé Lego SmartPlay. Smart Play. SmartPlay. Smart Play. Donc c'est un ensemble en fait de 3 trucs, des smart bricks, des smart Mhm. tags et des smart Mhm. mini-figurines. Et en Ouais. fait, donc il y a un peu d'électronique hein, fatalement là-dedans, et puis de Ouais. son contact, de je sais pas, Ouais. au travers des ondes, C'est et je des sais pas. NFC ou des choses Oui, comme ça. alors ouais, pour la partie tag, je pense que c'est NFC, mais la partie où en fait la Ça doit être du mini-figurine, Bluetooth, en fait, DPL, ou c'est peut-être que Ah, des là, NFC, peut-être un remarque. petit lecteur pour Ouais, réagir je sais sur pas des trop. choses. Ça se trouve, c'est Je sais effectivement que- peut-être que des ouais. NFC, parce que tu sais, même pour la mini-figurine, même si c'est la mini-figurine, elle est reconnue par la Smart Brick, c'est quand même Ouais, la ça Smart peut être, Brick qui fait les sons. Donc ça ouais, se qui fait trouve, le son, ouais. parce qu'au début je me disais il doit y avoir une communication, mais en fait peut-être pas. Je sais pas. Mais bref, tu as une brique 2 par 4 là. Tu mets dans, par exemple, j'ai vu une vidéo avec des démos des Lego Star Wars. Donc Mhm. tu as ton TIE Fighter ou ton X-Wing, et suivant les personnages que tu mets, ça fait pas les Ah. mêmes bruits. Et quand tu Oui. fais bouger en fait ton TIE Fighter ou ton Ça X-Wing, détecte. il détecte les autres et il va faire piou 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 piou. Et si t'as Darth ça. Vador il va faire des bruits différents et tout. Enfin, ça a l'air C'est ça. trop fun. Donc c'est peut-être pour Noël de l'an prochain, mais C'est ça. j'ai- Et je crois que ça, en j'adore. précommande là, ils l'ont annoncé au C. Ouais. Je c'est crois ça. que c'était Et dans je crois que quelques ça- jours, mais non, c'est déjà. Et Ouais, je sais plus. Le précommande est très bientôt, mais voilà, pour les enfants, les grands Ouais, enfants de tout c'est ça, mais gentil. qui aiment les Lego, c'est Noël À avant quand le l'heure ou Lego après l'heure, set mais- casse-codeur, quoi. Voilà. Je pose la question. Hein. Mais il y a, je crois que c'est, moi j'ai vu un jeu Mario où c'est comme ça, t'as une figurine Mario qui Mhm. réagit à du, alors je sais pas si c'était des NFC, mais en tout cas il réagit aussi à la couleur, c'est-à-dire que s'il est sur une brique Ouais, jaune, s'il est dans le feu, Parce qu'il y a l'eau, plein- c'est dans l'eau. Ouais, il y a plein de détecteurs différents, un accéléromètre, donc typiquement là pour le X-Wing qui bouge, bah, il va faire des bruits, des lumières, détecteurs de couleurs comme tu dis, des synthétiseurs sonores, donc c'est ce qui va faire les bruits et tout. Et il réagit quand même, donc vu qu'il y a l'accéléromètre, il peut réagir au mouvement et il va faire certaines actions ou bruits ou lumières en fonction du type de mouvement qui est reconnu grâce à l'accéléromètre. Donc alors c'est super créatif quoi. Ils sont géniaux Lego. Bon, il y a Voilà. des confs, mais on va vous laisser Ouais. les Il y en a regarder. Voilà. Et puis, bah, un grand merci de nous avoir suivis. Désolé d'avoir été un petit peu long. Sans parler des problèmes Nous fûmes techniques. 5, ensuite nous fûmes 4, ensuite nous fûmes 5, ensuite nous fûmes 4, ensuite Et on nous finit fûmes à 5, 3. ensuite nous fûmes 4, ensuite nous fûmes 3. Bref, Nous arrivâmes à 3. nous arrivâmes à 3. Et donc, ça. merci à mes copines et mes copains là, d'avoir tous été Tout à là, fait. c'est sympa. Et puis, à la prochaine. Le prochain épisode, c'est un épisode sur Kotlin qu'on a enregistré. Il y a eu le live, mais je l'ai débranché. Donc, soit vous voyez en live, soit vous attendez, du coup, à la fin janvier, en gros, ou début février. La release. Voilà. Allez, ciao à tous. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et bonne nuit. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com. podcasthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express.
www.touilleur-express.fr.